Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Quentin Aoustin, passionné par le développement de l'humain et cofondateur de Canopy.com, Canopee.com, l'application qui vous permet de trouver le meilleur praticien en médecine complémentaire, faire un check-up bien-être pour faire le point et recevoir du contenu gratuit pour prévenir l'apparition de maladies et être au top de votre forme. Avec notre podcast Génération Canopée, je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités, artistes, sportifs, entrepreneurs ou spécialistes pour comprendre comment ils font pour être heureux, être en bonne santé et performants, pour que nous aussi derrière, nous puissions être plus heureux, en meilleure santé et plus performants. Et ça, franchement, ça m'est vraiment très cher. Alors, prêt à embarquer avec nous ? Je le savais. Let's go. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé un bel été, parce que même si on est en été où on enregistre ce podcast, là où vous allez l'écouter, au moment où vous allez l'écouter, ça va être à la rentrée. Donc en tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi d'accueillir Richard Espinas, une personnalité hors du commun, un trader venu de la City, venir nous raconter un peu ses aventures jusqu'à faire de la prise de parole en public, du process-com, du coaching. Bref, on va en prendre plein les oreilles. Bonjour Richard, comment vas-tu ? Bonjour, salut Quentin, ça va super, écoute, je suis vivant et je crois que c'est plutôt pas mal. J'ai fait un ancrage un jour que être vivant c'était être heureux, donc c'est cool. Je me lève le matin, puis on y reviendra sur le parcours notamment, qui fait que j'ai un rapport à la vie et à l'opposé de la vie ou pas, ou ça fait partie de la vie, la mort, qui est quand même quelque chose dont on veut pas regarder certaines choses, mais je suis convaincu que c'est en s'autorisant à la regarder droit dans les yeux. On est déjà dès le début du podcast, il parle de mort. Mais bref. Donc, ouais, c'est cool, je suis content de partager. Moi, j'aime bien discuter, j'aime bien échanger, j'aime bien comprendre, j'aime bien douter aussi, parce que quand on doute, on avance. C'est aussi ça l'apprentissage, hein. Je sais que je ne sais pas. Donc, des fois, plus on apprend, plus on fait waouh, plus il y a à apprendre, et c'est cool. Et ouais. Et c'est ça la vie. Bah ouais. Être heureux, apprendre, avancer, avoir des doutes, progresser. Waouh, belle entrée en matière. Merci Richard. Qui es-tu Richard ? Richard Espinas. Cette question, qui es-tu, hein ? Ouais. Je dirais que depuis que j'ai notamment été formé à la process communication, qui est un modèle que j'adore, modèle de personnalité, qui est un modèle de tolérance à la base, hein, parce que des fois, on repart avec des étiquettes, c'est dommage. C'était pas le but recherché. Moi, j'aime bien considérer la process communication comme le poisson, le fougou. Poisson lune, poisson globe. C'est qu'on sait que s'il est très bien coupé, la chair est délicieuse. Sinon, ça peut être un poison mortel. Et parfois, les modèles de personnalité peuvent être un peu ça. C'est que les gens disent tiens, puis ils repartent avec une étiquette. Du coup, ils sont encore plus convaincus de qui ils sont. Mais en fait, on ne sait pas, c'est juste une photo à l'instant T. C'est peut-être un guide. Tiens, tu n'es pas du tout ça, bah va le chercher. Et j'aime beaucoup Oscar Wilde. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Mais j'aime aussi le fait de me dire, soyez les autres, la perception que vous avez de vous-même est déjà prise. Et ça permet, moi je travaille beaucoup là-dessus, hein. Quand quelqu'un me dit je suis pas ça, ok, bah viens on y va. Oh non. Si, on y va parce que tu vas trouver des trésors de dingue. Et ça je te le promets. Et on y va. Et puis Oscar Wilde disait aussi, donnez-lui un masque et il vous dira la vérité. Et ça je l'aime bien parce que dans mon parcours il y a eu le métier de comédien. Je considère qu'il est encore là parce que c'est presque être acteur de sa vie plutôt que spectateur ou victime de sa vie. Donc le côté acteur. Donc qui suis-je ? Moi je suis issu de l'accouplement d'une psychiatre et d'un joueur de PMU. Okay. C'était le 1er janvier 1982, jour de sortie du titre Eye of a Tiger. Donc il y a quelque chose comme ça, hein. Ouais, il y a un truc. Donc à partir de là, moi j'ai vécu en campagne plutôt assez solitaire indépendant. On y reviendra après, je suis de base promoteur en process communication. Qu'est-ce que ça veut dire ? Suspense.
Donc plutôt indépendant, j'ai fait du foot, voilà, en club. J'ai fait, j'ai écouté aussi beaucoup de philosophes dans tous les PMU que j'ai fréquentés. Et donc à partir de là, moi je savais pas trop quoi faire. À l'école, j'ai sauté une classe, mais bon, j'avais un jour d'avance, comme j'étais le 1er janvier. J'ai jamais rien fait à l'école, juste ce qu'il fallait pour passer. On est bien. Trouver du sens. Moi, j'ai jamais trouvé du sens à avoir une bonne note. Du coup, non, je vais pas faire ça. Surtout qu'on me force à avoir des bonnes notes, je veux pas ça, moi. Enfin, on m'a pas trop forcé. Mes parents plutôt cool. Ouais, mes parents plutôt cool. Ma mère psychiatre qui m'a, je pense, posé un beau cadre en termes de permission. C'est-à-dire qu'elle m'a autorisé à être, à avoir des émotions plus ou moins agréables. Autorisé à être fort, à être sensible, autorisé à être drôle. Donc, ouais, je pense, j'en ai parlé avec elle récemment, justement, de ça. Parce que comme je mets un peu plus de conscience dans tout ce qui est éducation, maintenant que je suis papa, tu vois, qui suis-je ? Qui es-tu ? Je suis papa. Je m'en sers d'ailleurs, c'est un exercice dont je me sers pour aller chercher les valeurs. Qui es-tu ? Et en fonction des premières réponses, je sais il y a des valeurs hautes qui se cachent ici. Donc, quand on me dit bonjour, je suis maman. Ah, d'accord, ok, tu es maman en 1. Donc, il y a des valeurs là-dedans. Je suis chef d'entreprise. Je suis une artiste. Ok, cool. Donc, en fonction de ça. Donc, il y a beaucoup de choses sur le qui es-tu. On pourrait aller. Qui suis-je ? Quand je dis je suis breton, qu'est-ce que tu vois derrière comme valeur ? Je suis breton, il n'y a pas de cliché. Je me dis que tu aimes probablement le beurre salé et le caramel, mais que tu n'es pas spécialement alcoolo comme tous les Bretons. Donc voilà, j'aime pas les clichés, moi. Mais ami breton. Ouais, ami breton. Non, c'est génial la Bretagne. J'aime beaucoup. Moi, je viens de la région plutôt du Maine-et-Loire, donc de l'Ouest, Angers, Saumur. Donc à partir de là, moi j'ai fait des études. J'ai fait une fac d'éco-gestion. J'ai pris un arbre où il y avait plein de branches. Tranquille, on va pas tout de suite aller. Donc si quand j'étais petit, je voulais devenir archéologue ou agent de change. Donc archéologue, et je me suis rendu compte récemment, mais en fait, je vais aller chercher les émotions fossilisées des gens. Et je suis un peu un archéologue de l'émotion fossilisée. Je trouvais ça intéressant. Et je me dis, mais en fait, tout est lié. Ok, depuis le début, archéologue. Aussi récemment, j'aime bien, je commence à m'intéresser aux animaux symboliques et tout, je trouve ça marrant. Sûrement mon étage imagineur que je suis en train de développer. D'accord. Et je dessinais que des écureuils quand j'étais petit. Et j'ai vu la symbolique de l'écureuil. Qui est quoi ? C'est quoi la symbolique ? Je crois que c'est le côté le jeu, l'indépendance. Il y a peut-être le côté, je sais pas si la caisse d'épargne. C'est pour ça que après je suis devenu banquier. Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose avec l'écureuil. Je suis parfois casse-noisette. Je ne sais pas, mais il y a un truc avec l'écureuil, une symbolique qui me fait marrer. Donc voilà, des choses qui sont remontées. Puis après, j'ai fait un bac+5 en éco-gestion, en banque, analyste, crédit. Après, j'ai fait un peu plus de finance de marché. J'ai travaillé 1 an en Égypte en tant que VIE, volontariat international. Donc c'était bien, une année de vacances. J'étais censé bosser, mais bon, j'ai fait une année de vacances. Après, je suis retourné. C'est sympa, là. Ouais, c'était le Caire, ouais. To care, en plus, on le sait. Hein. Prendre soin, étage empathique. Ah ouais, tout est lié. Hein. Après, je suis revenu sur Londres. Je travaillais en banque privée. Je n'étais pas spécialement trader, j'étais plus dans le risk management. Ouais, le risque, c'est ma vie, le risque. C'est le fil conducteur. On le sait en plus qu'une base promoteur en process.com, la notion de risque, de défi, de challenge est présente. Donc, à la suite de ça, je suis devenu accro au jeu à Londres. Paris sportif, poker. Alors là, je kiffais grave, ouais. Jouer avec le feu, j'aime bien. Donc, poker, en l'occurrence, j'étais hyper carré. Super stratégie, j'avais vraiment une bonne stratégie. Paris sportif, plus dur. Il y a toujours l'illusion qu'on peut dire « Ah mince, je le sais, ils vont marquer, il y a un poteau, c'est injuste, la vie, je vais me refaire. » Donc à partir de là, je suis quand même... Ouais, dis-moi. Du coup, t'es devenu addict ou pas ? Ouais, je suis devenu un peu accro. Hein. Bon, si on est base promoteur, besoin d'excitation, plus partie un peu haut potentiel, on sait qu'il y a des probabilités aux addictions qui peuvent arriver. Bref, donc à partir de là, je suis revenu sur Paris, je suis resté 3 ans à Londres et j'ai travaillé à la Française des Jeux sur les paris sportifs. Donc là, c'est cool, j'étais dans mon domaine et tout, donc voilà, c'était... Trop bien. Ouais, c'était cool. J'ai fait 9 mois de poker en ligne quand même avant, sur Paris. Donc voilà, je gagnais 1 500 € par mois, tranquille au poker.
Sans prendre de risques, en plus, avec une faible volatilité, bref. Ouais, en bossant ou en jouant pendant combien de temps par jour ou par semaine? Au poker, là? Ouais, Vraiment, c'était assez... comment dire? Je faisais ça comme un job, hein. Je faisais de 10h midi, 14h, 18h. Un petit peu le week-end, mais non, j'étais vraiment... quand des fois, je crois que je ne suis pas organisé, je me dis, attends, il y a des parties de ta vie où tu l'as été. Souviens-toi, tu as toutes ces ressources en toi. Et j'aime bien essayer de comprendre pourquoi à ce moment-là. Ouais. Parce que j'avais une bonne gestion. Tu vois, un bon fond de roulement, une bonne gestion de trésorerie. Donc, j'avais une conscience de la loi des séries qui parfois fait on appelle ça des bad beats en poker. Des fois, tu étais là, oh, c'est pas possible, t'en enchaînes 4. Et c'est comme ça. Le fait que tu l'acceptes et que t'aies les reins plutôt solides pour l'accepter, je crois que c'est une bonne symbolique. Hein. D'ailleurs, pour tout te dire, hein, je suis en train de préparer un spectacle stand-up pour la rentrée qui va s'appeler All In. Oh. Ouais. Avec tous les jeux de mots qu'on peut avoir derrière. Ouais, puis il y a beaucoup de choses dans le All In. Il y a à la fois le risque, il y a la vie. Est-ce que la vie c'est risqué? C'est vrai qu'on n'a pas tous la même main de départ dans la vie. C'est clair que suivant dans quelle famille, quel lieu on habite, c'est pas toujours le cas. On a moins de chances de gagner le coup quand même, mais on peut aussi tout foirer avec une paire d'as d'entrée. Donc voilà, c'est qu'on n'est pas tous égaux devant la main. Puis all-in, c'est aussi toutes les facettes sont en nous. Donc je vais parler de la process-com. On a les 6 facettes de la process-com en nous. Yes. Et puis all-in, c'est aussi tout est dedans. Ne pas aller chercher à l'extérieur ce qu'il manque à l'intérieur. Il y a plein de belles choses autour de all-in qui vont venir. Et ce stand-up, tu le fais où? C'est sur Paris? Ou est-ce qu'on pourra te voir? Ouais, je compte le faire sur Paris. Moi, ce sera un peu je sais pas comment dire, la manière de me découvrir. Donc, chacun doit trouver sa manière. Il y en a, c'est le podcast, les YouTube. D'un point de vue marketing, moi, je me dis non, moi, je vais faire ça parce que j'adore. Je suis doué pour aller dans le ristretto de l'information. Donc, je vais aller choper juste ce qu'il faut. Ça, j'aime bien. C'est des bons challenges. Et j'adore les interactions. Il y aura plein d'interactions. Et la scène, c'est puissant. C'est un condensé de plein de choses en termes d'émotions. Et on est un peu hors du temps. Je pense qu'il y a une faille spatio-temporelle. On sait qu'on est en état modifié de conscience déjà. Il y a vraiment une notion de temps qui... c'est... Donc, à la rentrée, alors j'avais tendance à faire des conférences qu'une fois ou deux, parce que si je le fais trop, c'est tricher. Donc là, je vais m'autoriser aussi le moteur, hein, tu sais, motoriser M' ou motoriser. Celui-là, il revient souvent dans mes accompagnements. Je pense que vous l'avez compris, mesdames et messieurs, nous avons Richard Espinas, joueur de mots, après être joueur de poker, ou peut-être avant joueur de mots, ça date peut-être depuis toujours. Peut-être, bref, maintenant je joue avec les mots MAUX, mais on va s'amuser pour les... J'aime bien les mettre dans les valises, moi, les mots MAUX, et puis les rendre à qui ils appartiennent. Rendre à César ce qui lui appartient, bref. Exactement. Ok, et du coup, moi ce qui m'intéresse aussi dans ton parcours, c'est quand même que tu as un parcours, on va dire, classique, façon de parler, où on rentre en entreprise, du coup on est salarié, bon, on joue, on a des addictions, bon, un peu comme tout le monde, mine de rien, quand on regarde un petit peu, après à plus ou moins grande échelle. Et puis à un moment donné, tu te dis, j'ai envie d'être acteur, ou j'ai envie d'être comédien. Comment ça se passe? Quelle est cette... qu'est-ce que tu as pu découvrir en toi à ce moment-là qui a fait que tu t'es dit bon, ok, là je me lance, je me forme, ou je sais pas, je pars comédien? Alors il y a eu un déclencheur, hein. Pas mal de personnes qui tombent dans le monde du développement personnel ont souvent une période de vie ou un événement de vie qui font que notre perception de la vie change, parfois change totalement. Qu'est-ce qu'on en fait derrière? Ça, c'est une autre histoire. Moi, c'était il y a une dizaine d'années. J'ai perdu un ami à moi qui avait 29 ans. Et 6 mois plus tard, mon père, 58 ans, crise cardiaque, 3 mois avant sa retraite. Du coup, là, c'est waouh, c'est pas mal. Ça enchaîne bien. Cependant, je me suis rendu compte assez vite que mon père avait vécu 2 fois plus. 29 fois 2 égale 58. Je me suis dit, tiens, c'est un signe. Les chiffres sont là. Les chiffres le prouvent. Mon père a vécu 2 fois plus. Et du coup, je me suis dit, il a eu de la chance quand même. Et ouais.
Puis peut-être que mon ami a eu de la chance d'avoir vécu 2 fois plus que quelqu'un qui serait décédé à 14 ans et demi, etc. Jusqu'à arriver à la conclusion qu'on avait peut-être de la chance d'être en vie. Et ça, c'est cool. Quand tu fais un ancrage sur la gratitude et tu te lèves le matin, waouh, tiens, je suis en vie. Ouais, c'est cool. Et si pour faire honneur à la vie et aux personnes qui ne sont plus en vie, bah, j'allais passer une bonne journée. Ça te dit, on y va. Donc c'est un peu ça qui me guide finalement depuis 10 ans. Donc ce qui s'est passé, c'est que pour l'oraison funèbre de mon père, bah, j'ai un peu craqué mon slip, mais S-L-E-E-P. Mon slip, c'est un éveil spirituel, je pense. Hein. Donc j'ai fait un sketch d'humour noir dans une église pour l'oraison funèbre de mon père. Donc voilà, il aimait bien les jeux de mots aussi, un peu. Donc ce jour-là, j'étais en plus en phase empathique, ce qu'on appelle en process communication, où la situation confrontante est le fait de se mettre en colère. Et se mettre en colère, c'est en gros dire non. Parce qu'il y a ce côté, on appelle ça un driver fait plaisir, avec une question existentielle, suis-je aimable? Donc il y a cette difficulté de dire non aux autres, puisque potentiellement dire non, bah, c'est pas faire plaisir aux autres et ne pas être aimé. Donc là, symboliquement, je l'ai fait bien. J'ai dit, j'ai fait un beau merde. Là, j'ai laissé quelques valises. Je dis souvent ça parce que toutes ces valises remplies de croyances sur soi, sur les autres, sur la vie. Et là, en l'occurrence, bah, un ancrage fort. Donc, je suis tombé amoureux de la prise de parole en public ce jour-là. Je le dis souvent là-dessus, par accident. Et en général, on dit soit c'est la peur, soit c'est l'amour. Bah, avant, j'étais comme tout le monde, j'avais peur de parler en public. Hein. Qu'est-ce que c'est ça, bonjour, hein. Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Peur du jugement, peur du regard, peur de paraître incompétent, peur de paraître ridicule, peur de... Voilà, plein de peurs. Et là, bah, quand on... En fait, là, c'est vraiment le plafond, quoi. Là, c'est un plafond de marbre. Quand tout explose après, oh, je me sens plus détendu. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé le théâtre. Donc, j'avais 30 ans. Là, j'ai 39 ans et demi maintenant. Et j'ai commencé le théâtre en amateur, hein, premier stage. Sur du one-man show. Moi, j'aimais bien le one-man show. Je faisais beaucoup de jeux de mots à l'époque, quand j'en fais encore. Mais j'ai un peu décroché quand même. À l'époque, j'étais vraiment un accro, je faisais que ça. Yes. Je faisais de l'humour, mais je me cachais un peu derrière les jeux de mots. Avec le temps, j'ai su revisiter une manière de faire rire, disons. Mais voilà, à partir de là, donc je continuais mon job à la Française des Jeux. Et je faisais du théâtre amateur. Et c'est en 2014 que je décide de tout plaquer. Parce que entre les deux, j'avais changé de job. J'étais parti de la Française des Jeux pour devenir consultant en recrutement. Il y avait un job où, en fait, il y avait quelqu'un qui cherchait et il disait profil ouvert. Du coup, je dis bon, on va tester. Donc, je fais le truc. Puis ça faisait 1 an qu'ils cherchaient le mouton à 5 pattes. Ils m'ont bien branché. J'avais fait du MBTI, je crois, à l'époque. Bref. Ce qui est très étrange, c'est que j'étais en phase, ce qu'on appelait à l'époque rebelle en process com, un gros besoin de contact ludique, de fun et de liberté. Et pourtant, quand je suis arrivé, ils m'ont donné des méthodes que je devais suivre à la lettre. Donc, je crois que tu sais que les hauts potentiels, en plus un haut potentiel en phase rebelle, autant te dire que ça fait mal. Ah, tu lui dis pas quoi faire parce que là, du coup, se sentir étouffé. Donc, donc dans ce nouveau job, j'ai tenu 6 semaines dans ce job. Et au bout de vraiment 3 semaines, j'avais mal au ventre le samedi matin pour le lundi. Du coup, je me dis, ça va pas le faire. Alors moi, j'ai un côté très adaptable, qui est cette base promoteur. Donc, quand je sais que je vais dans le mur, moi, je freine. Donc, des gens pourraient me dire, dis donc, Richard, il n'est pas assez engagé. Bah ouais, mais quand il y a une route, quand il y a une route et qu'il n'y a plus de pont, quand il manque un morceau, moi, je freine. Toi, tu préfères aller dans l'eau pour faire, je me suis engagé jusqu'au bout, je n'abandonnerai jamais. J'aime bien. Et tu peux sauter et tu sautes et tu essaies d'aller le plus loin possible. Et puis à un moment donné, c'est soit tu as un peu de chance ou soit tu tombes. Comme dans les films américains, c'est le pont, il n'a peut-être pas le truc qu'il faut pour aller de l'autre côté. Et je sais plus qui disait ça. Quand 2 personnes vont dans la mauvaise direction, celle qui gagne, c'est celle qui s'arrête en premier. Et moi, je suis plutôt là-dessus. Donc voilà, ça c'est pour mettre de la souplesse dans l'engagement où parfois il y a des gens, jamais on lâche rien, toujours. Je suis là, doucement, tout va bien. No worries. No worries, oui, exact. Et ce moment-là, donc je suis parti de ce job. Et c'est à partir de là que je dis, bon, ok, c'est un signe. En fait, c'est une bonne stratégie de réinterpréter les difficultés du quotidien en disant, quel est le message positif que l'univers essaie de m'envoyer derrière tout cela? Et donc, c'est à partir de là que j'ai fait une école plus classique qui s'appelle Acting International, en l'occurrence. Ok. Et donc, j'ai repris des choses un peu plus classiques. Donc, comme j'avais fait un peu de one-man show avant, il a fallu gommer plein de surjeux. Genre, oui, bah non, dans la vie, quand on est étonné, on fait pas ça. C'est un peu plus en retenue, disons.
Ouais. Plus Donc, naturel. ouais, c'est ça. Et le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit. Et c'est vrai que parfois, quand on fait trop de sketch un peu à l'ancienne, bah, on perd en justesse. C'est pour ça que le stand-up aussi s'impose de plus en plus. Et je pense que c'est assez juste. C'est que c'est plus vrai. C'est plus de la pensée de l'instant. On n'est pas obligé d'en faire des caisses. Donc, il y a des choses qui changent aussi sur l'humour. Donc, bref, j'ai fait des choses aussi plus sérieuses hein, quand je travaillais le rôle de Alceste, misanthrope de Molière. Bah, c'est moins fun. Don Juan aussi, qui piquait un peu. Mais c'est cool, ça m'a fait Ça te va bien, ça, Don Juan Ouais, ça c'est la base promoteur, tu sais. Ouais. Charmeur, adapté à plein de ressources. Ah ouais. James Le Bond, vrai. hein. Bah, James Bond, base promoteur. Ah ouais. Exactement. Richard, base promoteur. Alors, nous ne sommes pas que des bases, évidemment, et des facettes, mais il y a des caractéristiques communes, suivant chaque facette de personnalité. Et que souvent, je pense que ça a été l'erreur de T.B. Keller, je le dis ici, d'avoir mis des adjectifs dans les étages de process communication. T.B. Keller étant l'inventeur de la process com. Mais, du coup, je pense que c'est le moment rêvé pour comprendre ce que c'est que le process com. Alors, si on a commencé à découvrir là, depuis quelques minutes, mais de manière un peu plus structurée. Ouais. Qu'est-ce que le process com quels sont les différents étages? Tu parles de base, tu parles d'adjectifs, tout ça. Est-ce que tu pourrais nous faire un cours, on va dire, rapide ou du moins comme tu le sens, pour qu'on puisse se dire, OK, le process com, c'est ça. Comment je peux même l'utiliser avec des petites astuces peut-être? Je ne sais pas si c'est possible en quelques minutes, mais de comprendre un peu comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a peut-être des questionnaires qui nous permettent de savoir quelle base on est, etc. Ou, voilà. C'est quoi le process com? Alors, je vais tenter de faire un ristretto de la process com, d'extraire l'essence du modèle et de l'expliquer en quelques mots. Ouais. Alors, la process communication, c'est un modèle qui a été inventé par un docteur en psychologie qui s'appelle T.B. Keller. Il a aujourd'hui 74 ans, je crois, environ. Donc, il a son modèle, il l'a construit dans les années 70. Il a été récompensé en 1977 par le prix Eric Berne. Donc, Eric Berne étant l'inventeur de l'analyse transactionnelle. Voilà, c'est un courant c'est un ancien psychiatre, bref, etc. Donc, il a créé un courant. Donc, on va dire que l'analyse transactionnelle est le tronc d'arbre et la process com, c'est une grosse branche. Voilà, T.B. Keller étant un transactionnaliste, tout comme Stephen Karpman, l'inventeur du fameux triangle. Alors, on l'appelle dramatique, mais il est aussi compassionnel. C'est PSV, persécuteur, sauveur, victime. Bref. Donc, T.B. Keller, à la suite de ses études, donc cliniques, il a observé beaucoup de choses. Et notamment qu'il pouvait anticiper des séquences de stress des personnes en fonction de certaines choses. C'est l'inventeur des fameux drivers, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, ou encore appelés messages contraignants. Ouais, voilà, ce sont des... Alors, nous avons fait plaisir, fais des efforts, sois fort, sois parfait, dépêche-toi. Dépêche-toi étant un driver secondaire qui vient se greffer sur un des 4 drivers primaires. Donc, nous avons... en fonction de ça, ce sont des croyances, les drivers. Donc, par exemple, le driver fait plaisir, c'est une croyance inconsciente qui tourne en boucle. C'est une croyance en marbre. C'est un truc costaud. Hein. J'ai de la valeur si je fais plaisir. J'ai de la valeur si je fais plaisir. Donc, on ne se le dit pas consciemment. J'ai moi-même eu 15 ans de phase empathique. Donc, je vais vous expliquer ce qu'est une base et une phase. Donc, selon T.B. Keller, nous avons toutes et tous 6 facettes de personnalité en nous. Donc, nous avons... là, je vais vous donner les anciens noms. Et je vous donnerai ensuite les nouveaux noms depuis fin mai. Donc, les anciens noms, nous avons... Waouh, la chance. Empathique. 30% de la population est de base empathique. Ensuite, nous avons travaillomane. 25% de la population est de base travaillomane. On l'appelle maintenant analyseur. Parce que le mot travaillomane était un petit peu connoté. Voilà. Donc, on a mis quelque chose d'un peu plus neutre. Donc, l'énergie empathique est plutôt chaleureuse, sensible, compatissante. Ensuite, travaillomane, les qualités, les super pouvoirs, ce sont responsables, logiques, organisés. 25% de la population. Ensuite, nous avons 20% de la population qui est de base rebelle. Maintenant, on l'appelle énergiseur. C'est un peu moins connoté. Rebelle, pareil, c'est... Voilà. Donc, énergiseur. Créatif, spontané, ludique. C'est un peu plus l'enfant libre. Le carpe diem. Les qualités sont créatives, spontanées, ludiques.
Donc, ce sont les qualités de la facette ou de l'énergie. Donc, on dit facette ou énergie pour pas dire « Ah, lui, c'est un rebelle ». Bah non. Par contre, si c'est quelqu'un de base rebelle, ça va se voir, normalement. Ensuite, nous avons persévérant. Persévérant, c'est 10% de la population en base. Persévérant, observateur, consciencieux, engagé. Ce sont les convictions, le respect, les valeurs, adhérer, fédérer. C'est ma phase actuelle depuis quelques mois. On y reviendra peut-être plus tard. Ouais. Ensuite, nous avons 10% de la population qui est dans une facette qui s'appelait rêveur avant. Maintenant, on l'appelle imagineur. C'est un peu plus neutre parce que rêveur, c'est rare qu'on dise « Ah, votre enfant, c'est un rêveur. » C'est bien non. Voilà. Rêveur est pas super bien. C'est pas le American Dream, c'est rêveur. Donc, ils l'ont changé en imagineur. Donc là, c'est un côté calme, imaginatif, introspectif. Là, je parle par exemple, c'est plutôt la méditation. Bonjour, bienvenue, asseyez-vous, fermez les yeux. Même si là, on dirait qu'il y a un peu un mix de rêveur et empathique. Bonjour, assis-toi. C'est chaleureux et en même temps très posé. Donc les super pouvoirs dans l'étage rêveur, c'est calme, imaginatif, introspectif. Alors c'est vrai que dans la société actuelle qui valorise beaucoup l'énergie, la réactivité, l'action, l'information, tout, on dit souvent, lui, il est dans son monde. Bah non, moi j'aime bien aller dans cette énergie-là parce que ça nous permet de reconnecter à la nature notamment. Donc nous avons enfin promoteur. 5% de la population est de base promoteur. Donc là, c'est une énergie plutôt yang, on va dire. Hein. Action, défi, challenge. Les qualités, charmeur, adaptable, plein de ressources. Charmeur étant le côté, le compliment qui fait mouche, mais pas que pour séduire. Hein. C'est pas ça, hein. C'est pas séducteur, c'est charmeur. Capacité d'embarquer aussi. Donc, chacune de ces facettes est spécifique. Donc, nous avons plein de qualités. Nous avons 18 qualités. 3 x 6, 18 qualités. Que nous avons toutes et tous. Donc, tout le monde est chaleureux, sensible, compatissant. Chez certaines personnes, ça se voit pas trop, mais tout le monde l'est. Parfois, ce sont des hommes à qui on a dit, enfant, tu sais, dehors, c'est la jungle. Seuls les plus puissants survivent. Si on te dit ça tôt, et qu'on te le dit plusieurs fois, il est fort probable que tu ne t'autorises pas à y aller dans ce côté chaleureux. Bah oui, je vais peut-être mourir, donc je vais pas être chaleureux, sensible, compatissant, puisque c'est pas bien. Voilà, donc c'est à la fois des messages, mais selon T.B. Keller, nous avons une personnalité innée. Qui est la personnalité de base. Okay. Donc nous serions quand même livrés avec un driver. Donc ce ne sont pas spécialement que des messages que nos parents nous envoient. Alors c'est intimement lié aussi à l'ADN, donc on a parfois le caractère de notre parent de sexe opposé, ça arrive, pas mal. Ça dépend, parfois ça peut aussi être d'autres générations, on sait que l'épigénétique, ça peut aller loin. Donc on a certaines caractéristiques qui vont être quand même inné. Donc serait, on le dit au conditionnel, il n'a pas pu interviewer les bébés dès qu'ils naissent. Mais on sait que par contre, les sages-femmes apparemment le sentent qu'il y a des énergies différentes. Dès la naissance, elles peuvent dire voilà, j'ai jamais été sage-femme, mais... Non, mais ça m'étonne pas et c'est là moi je réagis aussi beaucoup en photo. Tu me dis ça, clac, j'ai l'image d'une sage-femme qui est en train de porter plein d'enfants différents et tu vois des énergies avec plein de couleurs autour des enfants. Et en fait ça m'étonne pas du tout en fait. Tu dois le ressentir dans les cris, dans la crispation, dans le corps, tu vois. Et c'est vrai que d'ailleurs les émotions arrivent chez l'enfant, chez le bébé, aux alentours de 6 semaines de souvenirs. Donc en fait, en fonction des émotions que l'enfant a dû recevoir, ça va conditionner un peu sa sortie. Encore une fois, c'est des présuppositions, des suppositions, mais je pense qu'il y a des choses à creuser. Ça me donne envie d'aller, je pense, après ce podcast, regarder s'il y a des bouquins là-dessus. C'est intéressant, il y a toujours à poursuivre. Moi aussi, j'adore fusionner les concepts. Donc j'adore mettre la process-com avec, tiens, on va mettre autre chose. La théorie polyvagale, tiens, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Process-com plus au potentiel, qu'est-ce qui se passe? Voilà, comment on fonctionne? Process-com avec les langages de l'amour de Gary Chapman. Process-com avec, je sais pas, les blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Est-ce que ça marche ou pas? Oui, non.
Donc, petit aparté, ouais, vas-y, là, en fait, tu viens de citer donc Théorie polyvagale, Éric Marlien, qui va passer que je vais enregistrer la semaine prochaine. Donc, notamment grâce à toi, parce que tu m'as... En fait, tu n'étais pas la première personne dans la semaine dernière à m'en parler. Du coup, je me suis dit, c'est un signe, je vais le contacter. Et du coup, je l'enregistre la semaine prochaine. Et Lise Bourbeau, excuse-moi. Ça y est, je l'ai. Je normalement enregistre avec elle fin du mois d'août. Ça sera un épisode beaucoup plus court, ce sera plutôt 1 heure. Mais du coup, j'ai réussi à pouvoir l'enregistrer. Donc c'est top. Tu vois, je ne le savais même pas. C'est ouf. Hein. C'est encore une synchronicité. Cette nuit, tu vois. C'est l'univers. Tu vois, quand on est bien là, ici maintenant, on vibre sur la même fréquence. Exactement, tu vois. Voilà. C'est souvent le cas dans les podcasts généralement, cool. Tu vois. Donc cool. Mais ouais, donc voilà un peu les personnes qui vont arriver pour la rentrée. Donc on aura du Richard Espinasse, on aura Lise Bourbeau, on aura Éric Marlien, et puis voilà une personne qui est juste, on va dire, juste derrière Kylian Jornet au niveau des grands sportifs trailers, qui est un Français qui habite pas très loin de Montpellier, donc du coup on va l'enregistrer. Donc voilà, de belles personnes en perspective pour la rentrée. Ouais. Cool. Ouais. Donc c'est un honneur de faire partie de ce line-up wonderful. Exactement. mais c'est un honneur pour moi de te recevoir et de vous recevoir. Écoute, continuons alors. C'est un honneur d'être un honoré, d'être honoré de l'honneur que tu me fais. Exactement. Alors pour revenir à nos moutons, Processcom. Vas-y, dis-moi. Ouais, j'allais revenir justement à la Processcom. Donc, il y a différentes couleurs par étage. Empathique orange, plutôt le côté chaleureux. Ensuite, nous avons le analyseur, donc travailloman, analyseur bleu, car ce sont des décisions à froid, qui est assez logique finalement, responsable, logique, organisé, couleur bleue. Ensuite, nous avons rebelle, énergiseur, couleur jaune. Ah ouais, solaire. Ah là là, ma chérie, mais c'est solaire, quoi. Hyper spontané, quoi. Exactement. Ensuite, on a le violet pour persévérant, parce que c'est la couleur qui est plus dans la foi, les croyances, voilà, plus spirituelle. Yes. Ensuite, nous avons rêveur marron, car c'est la couleur du tronc d'arbre. Okay. Et puis enfin, rouge, promoteur, feu, hein, c'est un peu plus à chaud, le sang chaud, etc. Donc voilà, il y a des... Donc nous avons toutes et tous ces 6 facettes. Ça, c'est prouvé. Donc, en fonction d'un questionnaire qu'on peut passer chez les coachs et formateurs certifiés. Donc, je suis certifié formateur et coach par Keller Communication France. Donc, c'est la condition pour pouvoir faire passer ces fameux questionnaires qui ne sont pas disponibles en ligne. Alors, on pourra, suivant différents questionnaires, trouver certaines choses. Des fois, moi, je le vois, je parle à quelqu'un 1 minute, je dis, toi, t'es base ça, phase ça. Alors, qu'est-ce qu'une base ? Une base, c'est la personnalité innée. 30% de la population va garder le même type de personnalité pour sa base et pour sa phase. Qu'est-ce que ça veut dire ? La base, c'est notre langue maternelle. C'est-à-dire qu'on parle très bien, moi je parle très bien l'action, le challenge, le défi. J'en ai besoin, c'est mon monde. Si un jour je veux rien faire, c'est pas possible. Par exemple, je m'imagine pas du tout à la retraite. C'est un truc, c'est pas possible. Je sais pas, il y a un truc dans l'action, le se sentir en vie, la question existentielle, suis-je vivant ? Donc ça, c'est ma langue maternelle. Après, ma phase actuelle est différente. Donc, la structure de personnalité en Processcom est représentée par un immeuble. C'est pour ça que je parlais d'étages tout à l'heure. Donc, nous avons toutes et tous ces 6 étages. Et en fonction de notre structure, l'ordre des étages va être différent. Donc, nous avons 30% de la population qui garde la même base et la même phase. La phase, c'est là où on a l'énergie avec laquelle on prend les décisions. Donc, dans notre vie, quand on change de phase, on ne prend plus les décisions de la même manière. Toi, ça peut être déjà arrivé. Tiens, il y a 10 ans, je n'aurais pas du tout réagi comme ça. Je n'avais pas du tout la même source de motivation. Voilà, c'est comme ça une phase. Donc, comment on change de phase ? Parce que des fois, on dit, ouais, mais comment on fait ? Donc, quand on a la même base et la même phase. Pour chaque type de personnalité, pour chaque facette, il y a une situation émotionnelle confrontante. Voilà, par exemple, pour l'étage travailloman ou analyseur, la situation confrontante se rapporte à toute perte majeure. En gros, le deuil. Donc, ça peut être le deuil de un job, j'ai déménagé, une personne qui décède, ça peut être ça. Et quelqu'un qui serait en phase travailloman et qui serait face à cette situation, ça va être confrontant.
c'est confrontant pour tout le monde, mais pour quelqu'un en face travailleman, ce sera beaucoup plus. Parce que cette personne devra aller chercher une émotion qu'elle ne s'autorise peut-être pas, parce qu'elle a besoin de contrôler ses émotions. Elle ne s'autorise pas à être triste. Ça, c'est ce qu'on appelle l'émotion authentique, la tristesse. Qu'est-ce qu'on va mettre à la place de l'émotion de substitution? Sentiment de substitution, sentiment raquette aussi en analyse transactionnelle. Et cette personne pourra, alors c'est pas qu'une personne, cette personne qui serait en phase travailleman, je fais attention pour pas dire c'est une travailleman, c'est machin, soit elle a deux options. Soit elle exprime l'émotion authentique assez tôt après son deuil et elle s'autorise à être triste. Et ça, dans ce cas-là, elle ne sera pas candidate à un changement de phase. Par contre, si elle ne s'autorise pas à être triste, elle va mettre de l'émotion de substitution qui est la colère. C'est une personne qui va être plutôt en colère plutôt froide comme ça. Ça va le deuil? Oui. T'es triste? Oui, je suis triste. T'es sûr? On dirait pas. Donc, si cette situation, selon Tabby Keller, dure 2 ans minimum, si cette personne ne fait pas le deuil, en gros, pendant 2 ans, si elle reste en colère, et que 4 ans plus tard, elle fait, avec son thérapeute de l'EFT, Emotional Freedom Techniques, et qu'elle fait ça, ouais. et que là, c'est des tapotements, en fait, à certains points du corps. Les méridiens, voilà. Exactement. Je sais pas si c'est fantastique. On aura aussi le retour vidéo ou pas? On n'aura pas le retour vidéo, mais par contre, on a Richard qui est en train de se tapoter le visage. Il se tapote le visage. Tapotons les amis. Et d'ailleurs, petit aparté énième, on aura Noël Cassan qui sera aussi sur ce podcast dans les prochaines semaines. Donc Noël qui est, on va dire, une des personnes référentes en France sur le FT et qui va nous en dire encore bien plus. Donc c'est fou, on n'a même pas répété. T'as vu, je suis en train de faire tout ton. C'est dingue. Franchement, génial, dingue, je te remercie. D'accord, on est bien aligné dans le truc. Donc voilà, l'émotion de substitution, c'est la colère. L'émotion authentique, c'est la tristesse. Si la personne qui est en phase, travailleman, après son deuil, fait de l'EFT, on va dire 4 ans plus tard, là, elle va peut-être pleurer pendant 3 jours. Parce que tout ce qu'elle n'a pas pleuré depuis le deuil, et peut-être même avant, elle va le pleurer d'un coup. Plaf. Et là, dans ce cas-là, comme ça aura une puissance tellement forte d'accepter cette émotion authentique de tristesse, là, elle va être candidate à un changement de phase. Il va y avoir un changement interne en termes d'identité. Et là, elle va changer de phase. C'est-à-dire qu'elle va aller à l'étage juste au-dessus. Donc, normalement, par exemple, cette personne qui, toute sa vie, était base travailleman, phase travailleman, on va dire, si son étage du dessus, c'est empathique, bah, ce jour-là, elle va devenir en phase empathique. Et là, elle va être beaucoup plus, comment dire, elle va rencontrer son driver. Fait plaisir, bonjour, fait plaisir. Donc là, elle va avoir beaucoup plus de mal à dire non. Et du coup, ça va être perturbant. Quand on change de phase, ça pique. Même les personnes qui sont... Moi, je sais que ça fait 6 mois, je suis en train de changer de rebelle, énergiseur vers persévérant. Bah, ça pique un peu parce qu'il y a une partie de moi qui était là, vas-y, on refait des one-man shows, on est tranquille, on s'amuse, on est des gosses. Ouais, mais il y a une partie de moi qui devient plus responsable. Et donc, bah, à moi de composer avec cette conscience, cette nouvelle conscience, et de faire attention. Donc, dans chaque étage, il y a une situation confrontante. Ouais, persévérance. Du coup, de manière concrète, toi, si on prend ton exemple, quand tu passes de la phase rebelle à la phase persévérante. Ouais, c'est bien, c'est invariable. C'est bien de dire phase persévérante. Ouais. Ok. Et mais du coup, comment ça se matérialise, on va dire, émotionnellement? Comment tu le ressens à l'avance? Tu dis, ok, là, je sens que je suis en train de switcher. Et est-ce qu'on peut prévenir ça ou pas du tout ou, comment ça Alors, se passe? on peut le fait d'en avoir conscience, tout à fait. Moi, ça m'aide énormément. Hein. Parce que si j'en ai pas conscience, je vais rejeter. Mais je dis, attends, c'est pas moi, ça. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est ma nouvelle identité. Qui suis-je? Où vais-je? Que deviens-je? C'est compliqué. Ouais. C'est vrai, quand on est dans son étage rebelle à fond, bah, on est énergiseur maintenant. On est beaucoup dans l'enfant libre, la spontanéité, le ludique, le fun, je me marre, la vie. Et c'est vrai que lorsqu'on est plus responsable, donc moi je pense que ça a été progressif, déjà le fait d'arrêter le one-man show et de faire du coaching, etc. Et de vouloir faire des conférences, donc des conférences un peu plus sérieuses, on va dire. C'est-à-dire que mon intention de faire rire est devenue moins forte que mon intention de transmettre. Donc tu vois, du coup, transmettre est plus important. Donc maintenant, je fais aussi moins rire, c'est pas grave. Par contre, j'adore utiliser ce côté-là parce que on le sait que ça, pour la mémoire à long terme, les émotions et tout, ça peut être très utile.
Yes. Et qu'en plus, il y a de l'endorphine qui se crée. Donc, voilà, on se détend, ça fait du bien, on a moins mal. Et donc, je dirais qu'en ce moment, par exemple, alors c'est très concret, hein, c'est par le driver qu'on l'entend. Le driver, on peut l'entendre. Donc, dans chaque étage, il y a un driver spécifique. Par exemple, dans l'étage empathique, c'est excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une petite question? Excusez-moi, petite question, le ton qui monte en fin de phrase. Moi, je sais que c'est un driver fait plaisir. Donc, c'est ni bon ni mauvais. Par contre, je sais que cette personne-là, vaut mieux que je lui parle dans le canal nourricier. Et je vais lui dire, bah écoute, j'accueille avec plaisir ta question. Et tu sais, il n'y a pas de petite question. Hein. Paf. Donc là, elle va être là. Ah, merci. Par contre, si je lui fais, c'est quoi ta petite question? Là, elle va peut-être se dire, là, elle va peut-être aller dans sa deuxième séquence de stress. Parce que le driver est une première porte vers autre chose de... On voit un driver, c'est l'inconscient qui prend le volant, qui nous emmène vers quelque chose d'un peu moins, un peu plus sombre, on va dire. Et là, la personne va potentiellement aller dans sa deuxième séquence de stress, qui est plutôt dans la victimisation, dramatisation. C'est comme ça en phase empathique. J'ai vécu 15 ans dedans. C'est comme ça. Ouais. Donc, elle va peut-être se dire, oh merde, pourquoi je pose toujours des questions qui servent à rien? C'est pas possible, je dérange tout le temps les gens. Voilà, c'est ce petit langage interne là. Donc maintenant, dans les tâches persévérantes, pour revenir à comment je m'en rends compte, c'est quand j'ai mes filles et que je leur sors un « Franchement, hé !» Je sais quand je sors un « franchement » des familles comme ça, je sais que c'est un driver soit parfait pour moi. C'est un driver qui, tu vois, le franchement sorti comme ça en tout cas, bah je sais que c'est... Je fais « Oula !» C'est qui le monsieur qui vient de parler? Au début, j'étais là. C'est qui? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui êtes-vous? C'est vous mes guides? Que me dites-vous? Bref, donc ça peut être perturbant. Du coup, moi, je suis là, oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un an, j'aurais jamais dit franchement, j'aurais fait, c'est cool, vas-y, on met de la musique. Maintenant, je fais, ok. Donc, c'est ni bon ni mauvais. En tout cas, je sais que moi, ça va m'aider dans ce qu'on appelle en analyse transactionnelle, le parent normatif, ça va m'aider à mettre plus de cadres pour mes filles et ça va les aider. Par contre, je fais gaffe, quoi. Je sais que si je fais pas gaffe là, derrière, je peux faire une croisade. Et une croisade, c'est j'impose mon point de vue, je coupe la parole, paf. Et c'est jamais très constructif, surtout pour dans l'éducation. On le sait, hein, le driver soit parfait pour moi, c'est ce fameux se focalise sur ce qui ne va pas en premier. C'est vraiment 9 sur 10. C'est quoi cette erreur? Si je fais pas gaffe, c'est ça qui peut m'arriver. Hein. Et du coup, ça permet aussi, ce modèle, d'avoir plus de tolérance sur les parents qui parfois, hein, si on met des anciens paradigmes, plus de l'étage persévérant, plus du stress, en général, c'est là, je suis jamais assez, c'est ça, c'est pas bien. Et puis là, voilà, du coup, avec les croyances des enfants derrière qui vont sortir, ça va... Ouais, plus tout se renforce, plus il faut, je dois, travailler égal labeur, être un parent. Ouais. Tu vois, il y a plein de choses qui remontent. Ça va être normal pour l'enfant, et donc du coup, il va y avoir des schémas mentaux qui vont être difficiles à traiter après. Mais... Alors, ça va dépendre aussi de la personnalité de l'enfant. Parfois, nous avons un parent de base persévérant, avec un enfant de base rebelle, énergiseur. Donc, autant te dire que ça se passe pas toujours super bien. En gros, c'est l'enfant qui est plutôt en base rebelle. Bah déjà, il a une perception du monde qui est dans la réaction. Oh, un oiseau. Oh, tac. Oh. Et il y a un besoin de contact ludique très fort. Donc parfois, il y a des élèves en échec scolaire qui sont juste en base rebelle. Et là, on rejoint Einstein, qui peut-être était en base rebelle, parce que Einstein, quand on reprend ses citations, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. C'est très étage, très enfant libre. Ouais. Donc, en plus, ça me fait penser si on juge un poisson à sa capacité de grimper aux arbres, bah, c'est sûr. Donc, c'est spécifique. Hein. C'est vrai que les écoles plutôt normales ou classiques sont pas hyper bien adaptées à un enfant qui a besoin d'énergie, de contact ludique. Il va avoir beaucoup plus de difficultés à tenir en place sur une chaise. Ah, votre enfant n'est pas attentif. Bah, des fois, oui et non. Il est de base rebelle. Donc, c'est pas qu'il est pas attentif, c'est que sa structure même. Et voilà, c'est toujours un peu compliqué. Donc, en général, c'est vrai que avec le théâtre, etc., ça marche beaucoup, hein, parce qu'on arrive à chercher du spontané, du ludique. On est valorisé pour d'autres qualités qui sont peut-être parfois moins valorisées à l'école. Et donc, c'est un bel outil de tolérance, de compréhension de soi, compréhension aussi de l'autre, parce que lorsqu'on reçoit notre questionnaire ProcessCom, notre inventaire, ce qu'on appelle, on voit qu'il y a un dernier étage. Donc, c'est-à-dire, c'est la facette de nous qui est la plus éloignée. Et c'est en général celle-là où il y a les plus beaux trésors. Comme dit T.B. Keller, la plus belle vue est au dernier étage. Et lorsqu'on accepte chez soi cette dernière facette, bah, on est beaucoup plus détendu avec les autres
Parce que des fois, on est beaucoup recentré sur soi. Ah, les gens, ils font ça. Bah, les gens, mais non, c'est toi, les gens. Les gens, ils t'énervent. Ah, d'accord. Tu veux qu'on parle? Toi, ça va? Ouais. Tu t'énerves pas toi-même? Ça va? Non? Tu vas bien? Et donc, on est souvent le reflet. Et c'est vrai que j'aime bien reprendre Oscar Wilde, comme on disait tout à l'heure, soyez les autres. La perception que vous avez de vous-même est déjà prise. Et souvent, ce sont plein d'étiquettes. D'étiquettes qu'on nous a collées, mais que nous, on se colle aussi. Hein, parce que... Parce qu'on en a besoin. On a besoin d'une étiquette. Ouais, ça nous permet exactement le sentiment d'appartenance, qui suis-je, c'est important aussi. Mais parfois, c'est important de les décoller. Enlever. Ouais. Alors parfois, ça fait du flambi. Plouf. Des fois, on décolle une étiquette et ça fait mal, parce que c'est comme si un flambi qui tombait de 2 mètres. Vous avez l'image, hein, t'as vu, ça fait un truc pas beau en dessous. Il y a certaines étiquettes, quand on les décolle, ça fait mal. C'est aussi ça l'apprentissage, c'est qu'on aimerait tous grandir et que ça fasse pas mal. Mais souvent, on est obligé de passer par une phase de résistance, bref. Ouais, mais en même temps, un flambi, quand on regarde bien, même si ça s'écrase au dernier étage, on peut récupérer tous les morceaux et refaire un petit yaourt qui va bien. Ouais, c'est avec d'autres paramètres. Tout à fait, c'est la molécule, ok, you know, le flambi. Effectivement, tu parlais d'Einstein, d'énergie, tout est énergie. Mais... Tout est énergie, le flambi, c'est le bitume, ok. Exactement. Ouais, il y a une question que j'aimerais te poser vis-à-vis de tout ça. Alors moi, le ProcessCom, je le connais par toi, par les formations, ou du moins une journée de formation que j'ai pu avoir avec toi sur la prise de parole en public. Et on reviendra un peu sur la prise de parole en public parce que, mine de rien, c'est une des grosses peurs, en tout cas chez beaucoup de Français, de prendre la parole en public. Et ça, c'est assez fou, mais je pense que y a notre éducation qui joue aussi beaucoup derrière. Ça, c'est ma croyance personnelle, mais en tout cas, on en reparlera tout à l'heure. Mais il y a un point que, tu vois, on est quand même, je sais pas si on peut dire sorti de la Covid-19, mais en tout cas, on est vraiment dans une époque où il y a beaucoup de changements qui s'opèrent et il y a beaucoup de gens qui ont pris le temps aussi de se dire, ok, qu'est-ce qui est important pour moi et est-ce que le métier dans lequel je suis m'anime, me valorise, me fait vibrer. Et en fait, on se rend compte qu'il y a pas mal de gens qui se disent en fait non, là je suis dans un job, c'est franchement ça m'anime pas du tout. Et c'est comment justement on peut passer de notre job actuel à un nouveau job, parce que toi tu as quand même fait le grand écart entre quelque part les paris sportifs ou le trading ou tout ça à paf, je passe comédien, puis ensuite coach, puis ensuite voilà tout ce que tu es en train de développer. Comment on y arrive, ou quelle est, selon toi, c'est encore une fois, c'est selon toi, la meilleure façon de pouvoir switcher comme ça? Disons que j'ai cette partie adaptable en moi qui fait que, et un rapport à l'autorité assez spécial qui fait que, à mon avis, quoi qu'il se passait, j'allais faire plusieurs jobs. Et c'est peut-être pas le besoin de tout le monde. Alors c'est vrai que depuis 1 an et demi, voilà, il y a une recherche de sens, les fameux bore out, brown out, burn out, tout cela. Il y a une recherche de sens. Maintenant, est-ce que la solution, c'est de changer de job? Parfois, c'est changer sa perception qu'on a sur ce job. Imaginons quelqu'un qui a une facette rebelle, énergiseur, très marquée chez lui ou chez elle. Elle a besoin de contact ludique, de créer, de s'amuser, etc. Peut-être que son travail actuel ne permet pas de nourrir assez ça. Peut-être que cette personne même ne se l'autorise pas. Parce que parfois, on a plusieurs facettes. Quelqu'un qui est en base travaillomane, phase rebelle, qu'on appellerait maintenant base analyseur, phase énergiseur, peut-être que elle s'autorise pas à être fun au travail. Parce qu'il y a une croyance profonde qui fait que pour être compétent, on doit être responsable, logique, organisé. Et du coup, elle s'autorise pas du tout au travail à être fun. Alors normalement, si elle fait ça et qu'elle est en phase énergiseur, ça va lui coûter. Parce que son énergie est dans sa phase. Donc normalement, le week-end et en soirée avec ses amis, elle doit bien se lâcher. Parce qu'elle doit dire ça va. Et là, en général, on apprend à être un peu plus détendu au travail, à lâcher un peu plus prise. Donc parfois, ça peut être ça. Parfois, on a notre base et notre phase qui sont un peu en contradiction. Tu viens de me décrire il y a 7-8 ans de ça, quand j'étais salarié dans de grands groupes. Donc tu vois, donc je dirais parfois revisiter avant de tout de suite changer de job,
Parfois, hein, c'est comme en couple, hein, je veux changer de personne, mince, il y a le scénario qui répète. Donc parfois, c'est changer sa perception. Ok, qu'est-ce que j'y gagne? Bah, j'ai de la sécurité. Ok, sécurité, je sais pas, financière, etc., etc. J'arrive grâce à ça à nourrir ma valeur haute de sécurité, puis de prendre soin, etc. Ok, maintenant peut-être il y a à revisiter certaines choses. Tiens, si je m'autorisais à demander au travail de changer de job ou mettre une casquette un peu plus créative au travail, pourquoi pas? Des fois, c'est s'autoriser à dire. Je me suis rendu compte que de dire à son manager ou sa manager, je me suis rendu compte que j'ai un vrai besoin de créativité et de changement en ce moment, et je voulais savoir s'il y avait une possibilité, soit que j'ai d'autres choses à faire, ou alors peut-être voir en interne si on pouvait changer de job. Parfois, c'est ça, on s'autorise pas, et parce qu'il y a une image qu'on a construite au travail, etc. Donc, il y a dans la process communication des besoins psychologiques à nourrir, et il y a toute une liste sur les comportements personnels et professionnels. Moi, je connais des amis qui ont une passion à côté et qui nourrissent énormément leur facette un peu plus énergiseur, et qui se contentent très bien de leur job. Donc, leur job, c'est peut-être pas le job de leur vie, mais en tout cas, ils ont considéré que c'était un job qui leur permettait d'être plus libres à côté. Donc, sommes-nous vraiment libres en ce moment dans ces questions de liberté? Donc, disons que moi, j'ai vraiment ce côté adaptable. J'aime ça. Moi, j'aime le risque, ça me met en énergie. Je me mets en énergie. C'est pas lui qui me met en énergie, c'est je. Tu te sens en vie, du coup. Exactement. On revient à la question existentielle. Donc, on n'est pas tous prédisposés, on va dire, de la même intensité à accepter les risques. Donc, c'est vrai que dans les entrepreneurs, en général, ils ont toutes et tous cette facette promoteur qui est assez marquée, parce que prendre des risques nous met en énergie. Haha. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui aurait son étage 6 promoteur, ça va coûter un peu plus en énergie de prendre des risques inhérents au métier d'entrepreneur. Voilà. Donc, je dirais, en 1, s'il y avait une question de recherche, est-ce que le problème, c'est mon job ou est-ce que le problème, c'est ma perception du job? Ok, si le problème est le job, est-ce que je peux aller revisiter ce job? Peut-être se reséduire, hein, tu vois, si on se séduit soi, comme dans ces activités. Parfois, si on fait tous les mardis soirs depuis 3 ans la même activité, il est possible qu'en termes de motivation, ça commence à... Et puis si à la fin, on se dit, manifestement, dans ce job, je ne pourrais pas exprimer pleinement mes valeurs hautes qui me mettent en énergie, etc. Alors là, je vais décider de changer. Mais décider de changer, il y a des risques aussi inhérents au changement. Donc, qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y perds, encore une fois? Qu'est-ce qu'on met en perspective? Et tiens, une femme qui dit « Ah, mon mari, il est vraiment insensible. » Ok. Quels sont les avantages à ce qu'il soit insensible? Comment ça? C'est quoi les avantages? Il est stable, il est fort, je peux toujours me poser sur lui. Ah, donc, d'accord. Et peut-être que tu t'es mise en couple justement parce qu'il n'était pas hypersensible, peut-être comme toi. Il n'avait pas cette... Ah, d'accord. Du coup, ça permet de remettre en perspective. J'aime bien cette manière de voir les choses sous un autre angle pour pouvoir toujours dire quels sont les... On parle beaucoup de bénéfices-risques en ce moment, hein, sur les masques, les dadas. Et un risque ne veut rien dire. Un bénéfice ne veut rien dire. Mais souvent, il y a, OK, qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y perds? Et souvent, en fonction de nos valeurs hautes, là, c'est là qu'on va se dire, OK, là, je prends le risque parce que de toute façon... Parfois, la vie fait qu'on est tellement bas que c'est soit je meurs, soit je change. Bon, je change. Quelle résilience! C'est pas de la résilience, c'est que j'allais mourir. Donc, j'ai choisi un autre chemin. Donc, peut-être prendre les décisions. C'est moi qui dis ça, parce que je suis en train d'être plus responsable. Vraiment peser le pour, le contre. Quelles sont les conséquences sur soi, sur les autres, sur le bien-être global. Et une fois que tout est pris, OK, je prends le risque. Donc, prendre des risques calculés, mesurés. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à cette recherche de sens. Mais là, j'arrive à pas projeter mon monde. Sinon, je dirais aux gens, c'est facile. Dès que tu as une envie, tu craques ton slip. Non. Et qu'est-ce que tu penses, je vais venir pourquoi je te pose cette question, et qu'est-ce que tu penses d'avoir un métier intermédiaire qui te permet de vraiment switcher? Tu vois, tu es parti pendant 6 semaines dans une sorte de boîte de conseil en recrutement, t'as vu que ça te plaisait pas, et puis clac, tu switches, et puis ça y est, tout était parti.
Moi, de mon côté, c'est ce qui s'est passé. Alors, c'était pas 6 semaines, c'était 10 semaines. J'ai quitté un grand groupe du BTP de l'énergie où je me suis dit, OK, je me mets dans une startup parce que j'ai envie d'être dans le milieu des startups, découvrir, c'est fun, c'est super, j'ai besoin, voilà, j'étais un peu en mode rebelle à ce niveau-ci. Puis en fait, je me suis rendu compte que le job pour lequel j'avais signé n'était pas du tout le job que j'étais en train de faire. En fait, je passe en gros, faire de la promotion de logiciels dans le milieu de la QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, avec vraiment un portefeuille de clients, et puis on les accompagne à, OK, maintenant, en fait, on n'a plus besoin de ça. On a trop de demandes entrantes. Bah, du coup, tu vas coder. Tu vas coder des logiciels QHSE. Et je me suis retrouvé à coder. Et du coup, pour quelqu'un qui adore être avec des gens, je me suis retrouvé derrière un ordinateur 10 heures par jour à faire quelque chose qui m'animait pas du tout. Petit à petit, il y a la jauge qui montait, et puis jusqu'à ce que, en fait, je pète pas une durite, mais qu'on se dise clairement les choses avec mon patron qui était en face de moi avec un plexiglas, qui n'osait pas me dire en gros ce qu'il lui ressentait, et il voulait pas m'entendre. Donc, du coup, beaucoup de problématiques de communication. Et en fait, c'était le 16 mars. Pourquoi 16 mars? Date d'anniversaire de ma petite sœur, date d'anniversaire de ma filleule également. Je me suis dit, OK, lui, il est venu vers moi, il m'a dit, bon, Quentin, c'est vrai que ça peut plus durer comme ça. Je dis, ouais, ça fait un mois que ça dure. Tu me demandes de faire quelque chose pour lequel je n'avais pas signé. Et puis, voilà, moi, je me sens pas à l'aise dans tout ça. Et puis, en termes de communication, je suis quelqu'un qui a besoin de communiquer et de dire les choses. Et là, on voit que la communication ne passe pas. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, du coup, on a la chance en France d'avoir cette rupture conventionnelle. Bon, OK, du coup, le 16 au soir, pleine nuit blanche. Bon, Quentin, t'as toujours voulu être chef d'entreprise. Allez, lance-toi. Et puis c'était parti. Dès le lendemain matin, 10 idées dans la journée de boîte, plus 10 nouvelles idées le jour suivant. Puis à un moment donné, je me suis un peu calmé. Mais en fait, tout ça pour dire que j'ai eu ce job transitoire, en tout cas de transition, comme toi. Et ça fait sens. Alors, en effet, j'ai l'impression qu'on se ressemble sur pas mal de points de par notre parcours. Mais voilà, peut-être une réflexion en tout cas à avoir, peut-être à pousser pour certains d'entre vous qui vous retrouvez peut-être dans nos profils, et peut-être que tester un sport ou un job plutôt de transition peut être une voie peut-être presque royale pour vraiment faire votre job de rêve derrière. C'est vrai que c'est toujours bien aussi discuter avec ses proches, parce que parfois, je suis libre, maintenant je fais ce que je veux et tout. On se calme. Donc voir comment c'est réalisable. Est-ce que d'un point de vue financier, qu'est-ce qu'on peut s'autoriser, qu'est-ce qu'on peut moins s'autoriser? Très important. Parce que c'est vrai que moi, j'ai été épaulé par ma chérie avec qui je suis depuis quand même 17 ans maintenant. Hein. C'est beau. Ouais, c'est très beau. Très, très beau. C'est beau en plus pour une base promoteur avec une problématique de lien intime. Je suis fier. Ouais, c'est un beau challenge. Bien bossé. Donc, elle m'a dit OK. Parce que c'est vrai que si on fait ça et qu'on dit maintenant un truc, c'est mieux aussi de discuter encore une fois. Est-ce que c'est écologique par rapport à son environnement pro-perso? On sait que il y a donc parfois il y a des circonstances qui feront qu'on aura peut-être moins la liberté de dire je pars maintenant. Donc comment composer et trouver la liberté dans la contrainte? Ça c'est la problématique que j'ai presque tout le temps dans mon accompagnement en prise de parole en public. C'est trouver la liberté dans la structure. Des fois, ça fait moins peur. Contrainte, non. Structure. OK. Ça me fait un peu moins peur. Ou trouver, dans le cadre, un peu de liberté. Ça va dépendre des profils de personnalité. Il y en a qui adorent le cadre et qui doivent s'autoriser un peu lâcher prise. D'autres qui adorent la liberté et qui feraient mieux de mettre un peu de structure. Sinon, ça va... Et souvent, c'est cette symbolique-là. Donc, toujours, vraiment, nous, on aime bien communiquer. Souvent, notre corps nous dit des choses. C'est vrai qu'on le sent quand on fait... Parfois, on est trop dans le mental. Pourquoi, du comment, du machin. Bon, quand vous allez sur le chemin et qu'il n'y a pas d'énergie, OK, ne préjugez pas ce chemin, persistez un peu parce qu'il y a quand même persévérer un petit peu. On ne peut pas tout changer. Parce que ça, c'est aussi une caractéristique quand on a plein d'envie. Tiens, je change. Tout. Donc, s'autoriser aussi à avancer un peu sur le chemin. Mais parfois, manifestement, ça ne va pas le faire. Il y a un moment, c'est quand on prend 3 fois, on essaye 3 fois d'aller sur ce chemin. Il y en a qui diraient, vas-y, continue, fais-le 20 fois. Ouais, non. Là, c'est comme les gens qui disent, moi, j'ai 20 ans d'expérience dans le... Ah, super. Moi, j'ai un oncle qui conduit mal. Depuis 50 ans, c'est un danger public.
Du coup, la durée, vous avez rien à dire. Si tu fais de la merde depuis 20 ans, non, au contraire. C'est que tu auras encore moins de flexibilité. Et du coup, bah voilà, moi j'aime bien challenger les personnes qui disent j'ai plein d'expérience. C'est une vraie problématique, principalement en France, je trouve, pour avoir bourlingué un peu partout dans le monde, où en fait, en France, on te dit, bah ok, il faut que tu aies 3 ans d'expérience minimum pour commencer à bosser. Ok, et du coup, l'expérience, on la prend depuis quand? Par rapport à quoi? Du coup, je suis né depuis 25 ans, c'est bien, 25 ans d'expérience. Ah non? Bah si. Voilà. C'est complètement dingue. D'accord. Et en effet, hein, c'est pas du coup en fait. Alors je commence à partir un peu. Faut que je me cadre. Prise de parole en public. Prise de parole en public. Tu as évoqué là il y a 2 minutes 30 ce sujet. J'aimerais qu'on y aille. Qu'on aille faire un tour de ce côté-là, parce qu'on sait que c'est quelque chose de très ancré chez beaucoup de personnes et encore une fois beaucoup de Français. Moi, je le vois, on accompagne aussi tant des dirigeants que des top managers aujourd'hui sur différents points, et on sent que la prise de parole en public, le fait de prendre le micro, ou pas forcément le micro, hein, mais même des fois c'est juste une réunion devant quelques personnes, y a des personnes qui perdent tous leurs moyens. Et quels sont, selon toi, peut-être les techniques ou tu vois, j'aime bien la méthode 80-20, loi de Pareto, Vilfredo Pareto, italien, qui a découvert qu'en fait 20% des actions rapportent 80% de résultats, ou 20% des vêtements que tu as dans ta garde-robe, tu les utilises 80% du temps. En tout cas, il y a ce rapport 80-20. Et selon toi, quels seraient, sur la prise de parole en public, les 20% des actions, si c'est possible en tout cas, pour avoir 80% de résultats qui permettent vraiment de se sentir en tout cas plus à l'aise vis-à-vis d'un public tierce? Moi, j'adore aussi, quelles sont les actions qui vont... J'aime bien le bouquin The One Thing. Trouver le gros domino du début qui va faire... sinon, trouver l'action. Moi, je dis souvent, s'il y avait 2 objets à emporter sur l'île déserte de la prise de parole en public, il y aurait un objectif engageant. Et en 2, des silences. Avec respiration dedans. Parce qu'un silence sans respiration, ça peut faire un peu flipper. Donc un objectif engageant et des silences. Alors toute cette symbolique, un objectif engageant, qu'est-ce que c'est? C'est un peu subjectif. On accepte de ne pas plaire à tout le monde. Au lieu de « Bonjour, je vais vous présenter les chiffres trimestriels », ça peut être « Bonjour, je vais vous prouver en quoi connaître les chiffres trimestriels est vital pour votre métier. » T'as vu, prouver vital, c'est un peu plus engageant que présenter. Présenter, c'est informatif. Informatif, on est dans le mental, donc on va leur faire du Wikipédia, on va leur donner de l'info descendante, sans émotion, sans rien. Évidemment que ça va pas marcher. Parfois on me dit « Oui, c'est mon sujet qui est chiant. » Ton sujet, il est très bien. Utilise-toi. Ouais, si tu te dis « Ah, mais je présente la loi fiscale. » Tu peux l'utiliser. Un sujet que vous attendiez depuis très longtemps. Je vais vous parler enfin de la nouvelle loi fiscale. Je vous vois tout excité à l'idée. Alors c'est vrai qu'il y a certains métiers qui feront que les structures de personnalité seront un peu plus sérieuses, un peu plus responsables. Maintenant, je le répète, nous avons toutes et tous ces 6 facettes. Donc on ne demande pas de faire des one-man shows à chaque réunion, évidemment. Mais pouvoir mettre un peu de légèreté, d'imperfection. On revient toujours au bout de « Bonjour, je suis imparfait et vulnérable. Vous allez bien? Comment? Non, mais je sais que vous aussi, vous êtes imparfait et vulnérable. Donc, il n'y a pas de problème. Comment je suis pas parfait? Oui, je sais. Merci. Merci pour l'info. Comment je suis pas fort à chaque fois? Oui, je sais, je l'ai dit. » Donc, parfois, l'autodérision, le fait de dire « Bonjour, je suis imparfait, je suis vulnérable. Et en plus, je m'aime quand même. » Quoi? Comment tu peux? Évidemment, tout le monde va projeter son monde dessus. Comment cette personne peut être imparfaite? Comment elle peut être vulnérable? Ça se fait pas. Et donc, reprendre son pouvoir à soi. Donc, j'aime bien dire prise de parole en public, en privé et à soi-même. Et si on travaille cette petite voix interne du jugement de soi et qu'on arrive à travailler l'autre voix qui est... en gros, la voix, c'est « Putain, qu'est-ce que t'es con, c'est pas possible, mais merde !» Travailler l'autre voix, « t'es en train d'apprendre, c'est ok. Tu es sur ton chemin. » Et c'est le paradoxe de ce côté compétent, c'est qu'on sait que plus on sait qu'on ne sait rien. Donc vraiment le driver soit parfait notamment, j'ai de la valeur si je suis parfait.
C'est hyper compliqué parce que la perfection étant une illusion, la personne n'aura jamais de valeur. Bah ouais, puisque la perfection n'existe pas. C'est tout le paradoxe. Donc, tu as des gens qui font des choses exceptionnelles qui n'ont pas confiance en elles. Évidemment, puisque la confiance elle sera conditionnelle à la perfection. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. C'est que la perfection n'existe pas chez les humains. Bon, alors, on peut aussi dire l'imperfection est parfaite. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais quand on a compris que d'aller chercher plutôt l'excellence que la perfection, là, on a gagné beaucoup. Se dire, OK, je vais aller chercher 84% d'efficacité en 3 heures plutôt que 93% d'efficacité en 9 heures. Et souvent, c'est vraiment le paradoxe, en plus, dans ce côté perfectionniste, c'est qu'il y a un besoin de structuration du temps qui est très fort. Mais à surdétailler sur des futilités, on perd beaucoup de temps. Donc parfois, ce sont des personnes qui seront en phase peut-être travaillomane, persévérant, un peu des deux, qui auront cette impression d'être happé et de ne pas avoir le temps, parce que évidemment, si tu veux que tout soit parfait, ça prend du temps, la perfection. Et donc chercher l'excellence. Alors suivant l'enjeu et le public, le contexte, on va un peu plus préparer sa prise de parole, bien sûr. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire à qui je parle. Parce que souvent, on est hyper concentré sur nous, notre sujet. Tiens, à qui tu vas parler là ? Ils sont dans quel état émotionnel en ce moment ? Ah, qu'est-ce que tu veux qu'ils pensent, qu'ils sachent, qu'ils fassent, qu'ils ressentent après ta prise de parole ? Quand tu vas donner cet argument-là, qu'est-ce qu'ils vont répondre ? Ah, ils vont pas être contents parce qu'ils ont autre chose. Ok, bah, à toi de peut-être anticiper les remarques qu'on pourrait te faire par rapport à ce que tu vas dire là. Ah ouais, c'est vrai. Tu sais que dans le public, il y a certaines personnes qui essaieront de t'embarquer dans un jeu. Ce sont des jeux psychologiques liés aux étages. Quelqu'un qui est en face de moi, qui est en phase persévérant, pourra peut-être me dire « Honnêtement, Richard, ce serait pas mieux de faire cet exercice ?» Moi, je sais, quand j'entends ça, je sais que c'est un driver soit parfait pour moi, de l'étage persévérant. Donc, je vais pas le prendre personnellement. Je vais pas rentrer dans son jeu. Tu veux jouer à un jeu qui essaie de me dire « J'ai de la valeur si je suis parfait ?» Moi, je sais que j'ai de la valeur même si je suis pas parfait. Donc, je joue pas à ton jeu. Tu vois le truc ? Donc là, le but, c'est de lui envoyer son besoin de reconnaissance pour les opinions. On peut même lui envoyer un canal interrogatif par-dessus. Donc ça ferait... Honnêtement, Richard, ce serait pas mieux de faire cet exercice ? Eh bien, quand j'ai construit cet atelier, j'ai considéré que c'était un exercice très intéressant. Selon toi, quel aurait été un autre exercice pertinent ? En gros, je lui donne son besoin de reconnaissance pour les opinions. Moi, j'affirme mes opinions dans une position de vie qu'on appelle plus. Une position de vie plus, c'est j'ai de la valeur, tu as de la valeur. Une position de vie plus-moins, c'est j'ai de la valeur et toi un peu moins. Position de vie plus-moins, ça peut être par exemple... Bon, décidément, il n'y a que moi qui suis compétent ici. Allez, donnez-moi le travail. Ça, c'est du plus-moins. Ça, c'est une séquence de stress dans l'étage travailleman ou analyseur. Donc, il y a la position de vie moins plus. J'ai pas de valeur, l'autre a de la valeur. Ça, c'est un peu plus dans l'étage empathique sous stress intense ou l'étage rêveur, imagineur sous stress intense. C'est une position de vie. Donc, c'est un peu... Oh, qu'est-ce que je suis nul, mais ouais, t'as raison, pardon. C'est d'où le côté, il y a un peu s'excuser dans le driver fait plaisir. Tu vois, tout est lié. C'est vraiment une pelote, la ProcessCom. C'est dès que tu tires sur le driver, il y a tout qui vient derrière. Et moi, en général, j'entraîne les personnes à repérer déjà bien les drivers, déjà chez soi. Parce que c'est comme ça qu'on commence. Il y a à bosser, très général. Ouais, il y a à bosser. Donc, plus parler en pleine conscience. Des fois, il y a... ouais, c'est vraiment s'écouter au maximum pour se connaître un peu mieux. Et on aura déjà beaucoup de réponses sur le comportement des autres. Voilà, moi, je sais que mon dernier étage, c'est le côté travailleman, analyseur, responsable, logique, organisé. Bon, ma bête noire, c'est organisé. C'est une qualité. C'est la qualité parmi les 18 que j'ai un peu moins. C'est organisé. Après, dans mon monde, c'est organisé. Même quand c'est le bordel, je sais c'est un bordel organisé. Mais voilà. Donc, je sais que j'ai encore, par contre, des progrès sur ma structuration, mon organisation. Mais c'est pas grave. Je m'aime et je m'accepte complètement, malgré mes imperfections. Donc voilà, un bel outil de connaissance de soi. Prise de parole en public, donc pour revenir, engageant, un objectif engageant. C'est bonjour, aujourd'hui, je vais vous rassembler autour de ce projet pour vous donner envie de vous impliquer encore plus. Rassembler, donner envie, impliquer. Bizarrement, la personne va avoir une voix beaucoup plus présente. Son regard va être plus présent. Son ancrage va être différent. Moi, j'aime pas faire du truc classique. Tiens, tu es bien ancré, après tu mets bien tes mains. Non, si tu es aligné à un objectif puissant, tout vient.
Dans la vie, on n'a pas besoin de se dire « Attends, je dois être bien ». Quand on est vraiment convaincu de l'objectif engageant, pour être convaincant, il faut être convaincu. Et c'est vrai que quand on est engagé, c'est plus simple, quoi. Ouais. Là, pour le peu, il y a pas de débat. Et à partir du moment où on est vraiment clair sur l'objectif, encore une fois, on est sur des objectifs, tu as l'intention, la posture et tout ce qui va avec derrière qui se met, qui est aligné, comme tu le dis. Exactement. On n'a plus besoin de dire « Ouais, il faut que je fasse gaffe à mon langage non verbal ». On s'en fout de ça. Au contraire, tu vas être aligné. Par contre, si tu essaies de faire semblant et de masquer plein de trucs, oui, là, mais ça va se voir. Soit t'es comédien et t'es super fort, ou autrement, ce qui est la plupart des cas, dans la plupart des cas et la plupart des gens vont être dans une posture, ok, en effet, je sais pas trop pourquoi je suis là, faut que je fasse ça, faut que je présente ça. Et du coup, hop, ça se ressent, la perte d'énergie, les gens qui vont piquer du nez et tout ce qui va avec. Et après, à la fin, les gens se disent, ok, j'ai passé 1 heure, j'ai rien appris. Et puis voilà, ça tombe comme une feuille morte. On ne peut pas ne pas communiquer, donc même si on essaie de rien montrer, on montre plein de trucs. Et alors j'aime bien l'humour, moi, chacun est sur son chemin de l'humour, mais pouvoir dire au début d'une réunion, ça va, vous êtes bien installés ? Ouais, je sais, il est 14h, on est lundi. Je vais faire le plus bref possible, d'accord ? On fait comme ça ? Tu vois, c'est une petite légèreté, c'est cool, on est là, on est imparfait, on va essayer d'être au maximum présent. On peut aussi poser une question dès le début. Plutôt que de dire aujourd'hui, je vais vous parler des avions. Non, tu peux dire quelqu'un dans la salle a déjà pris l'avion à main levée, peut-être ? Ouais. Rien que ça, on est en train de poser un cadre qui est votre avis m'intéresse, ça va être interactif et je vais pas être que plongé dans mon slide et puis mes trucs. Donc je reprends un peu et je vais être en posture plus d'animation que de vidéo, quoi. Et là, c'est clair. Et moi là-dessus, pour moi, c'est une technique moi qui m'a beaucoup aidé, ce genre de choses, de poser cette question au tout début. Et le fait de moi lever la main, de voir qu'en face de toi, il y a des gens qui lèvent la main. Alors des fois par neurone miroir, ils vont se lever la main, ils disent ah oui non mais en fait je sais pas pourquoi je lève la main, mais je lève la main. Et du coup, ça engendre aussi un certain nombre de personnes qui vont comment dire. Être en phase avec ce que tu dis et ils vont comprendre, ils vont être beaucoup plus assidus avec ce que tu vas pouvoir développer derrière. Et cette question, elle permet de créer du lien, je trouve, directement. Et moi, ça m'a beaucoup rassuré dans mes premières prises de parole en public. Et quand j'ai vu un start-upper faire ça, je me suis dit, attends, je vais tester, je vais voir ce que ça fait en moi. Et en fait, c'était beaucoup plus fluide et beaucoup plus rassurant. Et c'est un peu mon truc maintenant. J'ai moins ce fait de poser ces questions, même si ça dépend du public que j'ai en face de moi. Je peux l'utiliser, mais mine de rien, c'est un ancrage en tout cas qui est assez intéressant. Ouais. Et le but, c'est de faire quelque chose d'assez léger dans la question. Bien écouter aussi la réponse, parce que parfois je vais poser une question. Oui, t'as pris le risque de il y a peut-être quelqu'un qui va. Le mieux, c'est d'avoir une question plutôt fermée. Est-ce que quelqu'un dans la salle a déjà entendu parler de croyances limitantes à main levée ? Ok. Moi, par exemple, tu fais ça dans une conférence, s'il y en a 2 sur 100 qui lèvent la main, ok, déjà, t'es en train de tester. 98% n'ont jamais entendu parler de croyances limitantes. Je vais peut-être baisser mon niveau de technicité. Tu vas expliquer ce que c'est que la croyance limitante. Tu vas dire qu'il y en a 3 types de croyances, limitantes, neutres et aidantes, ressources. Et puis tu vas y arriver là-dessus, quoi. Et puis surtout tester le niveau de connaissance du public. Parfois, on ne sait pas. Donc, on va arriver, parfois, ah bon, il parlait espagnol ? Ah mince, je leur ai parlé français. C'est bien de savoir à qui on s'adresse. Exactement. Et tu vois... Donc, c'est toujours intéressant de se dire, ok, nous, c'est important, nos compétences. Souvent, c'est ça. J'ai peur de ne pas être compétent, le syndrome de l'imposteur, etc. Comment je vais faire ? Bon, déjà, il y a qui en face ? Et eux, quel est leur degré de compétence ? Alors, évidemment, si demain, tu veux coacher Tony Robbins, ça va peut-être être chaud. Maintenant, les personnes que toi, tu as envie de coacher, elles sont là, elles sont dans un état émotionnel difficile, tu connais amplement, assez de choses pour les aider. Après, il y a ta posture, il y a ton écoute, il y a la qualité de tes questions qui vont jouer. Donc, voilà, c'est souvent, il faut que tout soit parfait. Il y a des gens qui sont docteurs. Oui, mais n'oublie pas que dans les phases de l'apprentissage, même lorsqu'on est inconsciemment compétent, parfois il nous manque la phase 5 des phases de l'apprentissage qui est la pédagogie, la capacité de reconscientiser nos compétences inconscientes pour pouvoir la distribuer à des débutants. Et ça, il y a des docteurs, des machins qui n'y arrivent pas du tout. Le cours magistral typique, eux, ils sont pas doués pour ça. Pourtant, sur le papier, ils sont très bons. C'est des experts, entre guillemets. Mais par contre, ils n'ont pas la qualité de... Et ça, parfois, il vaut mieux être moins
compétent, entre guillemets, avoir moins de connaissances, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces connaissances? Si c'est pour les restituer dans son monde et d'avoir aucun lien avec le public, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Donc... Et là, tu vois, je vais en parler avec un de mes cousins, là, pas plus tard qu'hier, qui est manager d'une grande boîte dans tout ce qui est fluide énergétique. Donc voilà, dans les grandes chambres froides, etc. Et du coup, on échangeait là-dessus parce que j'ai eu en fait formé donc il y a quelques années maintenant sur l'analyse d'accidents du travail dans une filiale donc d'un grand groupe, et en fait quasiment tous les managers je les ai formés en fait à cette formation qui dure une journée et demie. Et en fait je me suis rendu compte d'une chose qui était assez flagrante dans ce groupe, et c'était que en fait de par ton ancienneté, de par ta pseudo-expérience, et ben tu deviens manager. Mais sauf qu'il y a des managers qui ne voulaient pas être managers et du coup qui font des très mauvais managers. Et du coup avec des personnes qui sont managées qui sont vraiment difficiles à manager parce qu'ils n'aiment pas leur manager, parce que le manager justement n'est pas en phase avec lui-même et il n'aime pas faire ce métier-là. Et c'est ça qui est presque dramatique, c'est-à-dire que de par ton ancienneté, tu es obligé, et en fait ces personnes-là n'osent pas dire non, donc n'osent pas dire bah non c'est une promotion parce qu'en fait ça va influencer moi aussi mon gain, ce que je vais gagner chaque mois. Donc il y a tout un tas de choses derrière qui est assez folle, et ça rejoint un peu ce que tu dis, quoi. C'est un peu ça se refuse pas. Il y en a, c'est ça, dans les boîtes, ça se refuse pas. Ah bon? C'est quoi cette croyance? Il faut pas? Donc tu vas faire un job que t'aimes pas, même si t'es mieux payé parce que ça se refuse pas, mais au contraire, en t'affirmant, en disant écoutez, ça aurait été avec plaisir. Maintenant, pour mon équilibre pro-perso, ce sera peut-être pour une prochaine fois une autre mission, avec plaisir. Merci en tout cas d'avoir... Et des fois, c'est s'affirmer. Alors, si t'es dans une boîte, quand tu dis non, bah ils te mettent au placard. Bon, bah... Est-ce la boîte dans laquelle tu t'épanouiras le mieux? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que le côté, ça se refuse pas. Comme le driver fait plaisir. J'ai dit oui, j'ai pas osé dire non. Ah, pourquoi? Bref. Et ça, c'est des croyances. C'est typiquement, bah non, mais je reste là. Ouais, mais je suis malheureux dans ma vie, mais bon, j'ai pas le choix. Ah bon? Ah, c'est ta croyance que t'as pas le choix. Donc on revient toujours à ça. Hein. C'est vrai que les croyances, moi, j'adore de plus en plus. Je me rends compte que c'est ce que j'ai envie de challenger. En analyse transactionnelle, on parle de croyances sur soi, sur les autres et sur la vie. Alors moi, j'aime bien les taper haut, plutôt sur la vie. Et c'est vrai, quand on a un rapport à la vie qui commence à être plus dans la fameuse gratitude, c'est ça, c'est juste, on relativise beaucoup de choses. Moi, j'aime bien dédramatiser énormément de choses parce que mes drames, je les laisse où ils sont. Ils sont très bien où ils sont. Je vais pas être dans le même état émotionnel pour plein de futilités du quotidien, tu vois. Là, en ce moment, je bosse beaucoup plus depuis quelques mois. Bah, il y a un moment, je me dis, calmos. Là, je suis en train de déclencher ce qu'on appelle un nouveau scénario d'échec avec la process communication. Un scénario que tu as peut-être déjà déclenché toi-même, qui s'appelle le jusqu'à ce que, tant que. Tant que je n'ai pas terminé, je pourrais pas me reposer. Tant que ta nanana, je pourrais pas me reposer. C'est un peu ça. Et sauf que ça, c'est avec le driver soit parfait que je commence que j'ai rencontré à 39 ans. Salut driver soit parfait. Ah, c'est toi dont on me parle depuis. D'accord. Depuis 39 ans. Ah ouais, ça fait 39 ans qu'on... D'accord. Ah ouais, c'est pas mal. C'est ça que vous viviez, les amis? Ah ouais. Ah oui, je comprends que ça... Même quand on en a conscience, on lui donne trop de pouvoir et du coup, c'est... Attendez, oui, la famille. Ouais, attendez, je finis juste quelque chose. J'en ai pour quelques minutes, quelques heures, quelques jours. Quelques semaines. Quelques années même. Ouais, c'est ça. Et pour pouvoir laisser son... Là, je vais partir en vacances demain. Pour pouvoir laisser son cerveau au travail. Parfois, le cerveau, il travaille encore en vacances. Et c'est dommage, on n'est pas dans son instant. On n'est pas là. Parce qu'on est encore dire, ok, qu'est-ce que je vais faire, machin, il y a le stress, paf, tiens, je vais quand même regarder un peu les réseaux, les machins, faut quand même que je check 2-3 trucs, et on se détend pas, quoi. Et bon, moi j'étais très adepte de se détendre, et là, comme j'ai rencontré, donc moi j'arrive dans un monde où je dois dompter un nouveau truc qui s'appelle le driver soit parfait, et je suis dit, waouh, alors je le remercie parce que c'est juste une facette, c'est juste un côté un peu ombragé de quelque chose de très lumineux qui est être responsable, engagé, qui est être plus... observateur consciencieux, connecté à sa mission, l'envie de transmettre, adhérer, fédérer. C'est beau, ça, tout ça. Mais si je fais pas gaffe, on peut vite partir dans un... C'est vraiment le paradoxe de cet étage persévérant. On est plein de convictions, mais à la fin, sous stress, ça peut être « Soyez tolérants, bordel !» Tu vois cette phrase qui est un peu étrange. C'est que...
Hein, c'est bizarre. Il y a un bug là. Dans cette phrase, il y a et je vois très très bien. En effet, il y a la jauge là, la jauge rouge là, qui monte, et puis paf, ça y est, tu as tapé le fond ou le plafond plutôt, et c'est là que tu te dis, tu as cette petite phrase qui sort, et puis hop, ça redescend. Mais mine de rien, on peut l'éviter. Et là, il y a un manque d'alignement. Du coup, la personne, c'est tout le paradoxe avec les questions existentielles en process communication. C'est que dans les tâches persévérantes, par exemple, question existentielle, suis-je digne de confiance ? Problématique émotionnelle, la peur de ne pas être à la hauteur. Sauf que lorsque l'on déclenche une séquence de stress au niveau 2, on fait une croisade. Le problème, c'est qu'en faisant une croisade, en coupant la parole, en imposant son point de vue, on perd la confiance des autres. C'est tout, tu vois ? Donc notre zone d'ombre vient heurter directement notre qualité de base, qui est être engagé, consciencieux. C'est vraiment, bonjour, c'est très démocratique. Et quand ça va plus, c'est 49.3. Du coup, les gens font, quoi ? Mais vous m'aviez... mon avis comptait. Et là, c'est bizarre. Faut y aller, là. Et du coup, c'est un peu... voilà, on a, en tout cas, dans chaque facette, il y a cette chose un peu... Les tâches promoteurs, suis-je en vie ? Il y a des entrepreneurs qui vont se tuer avec une question suis-je en vie ? Parce qu'ils vont prendre des risques démesurés. Et c'est con. Ah ouais. C'est dommage, quoi. D'ailleurs, beaucoup de gens qui font des sports extrêmes ont besoin de savoir s'ils sont vraiment en vie. Donc du coup, j'avais écouté un reportage peut-être sur Stade 2 ou quelque chose dans le genre sur les sports extrêmes. Alors moi, j'adore ça aussi, surf, kitesurf, saut en parachute. Mais du coup, j'avais creusé un peu la question, et c'est vrai que ces personnes-là, il y avait le mot envie qui revenait. Alors il y avait envie tout attaché, mais il y a aussi envie détachée. Et c'est vrai qu'il y avait ce sorte de pattern, en tout cas très ancré chez eux. Et du coup, c'est assez intéressant. Alors après, c'est un peu l'escalade, parce que quand tu as fait un truc et tu dis, ah purée, ça a bien fonctionné, et puis en plus de ça, ça fait du bien. C'est le circuit de la récompense. Hein. Ça s'appelle. Et ouais. Dans le système des habitudes. En plus de ça, et puis le système de récompense, t'as envie de toujours un peu plus, donc un peu plus de dopamine, et puis tout ce qui va avec, et c'est assez fantastique, mais il faut juste faire attention de ne pas être dans l'excès, encore une fois. Exactement. Mais pas trop dans le contrôle non plus, mais faut être en équilibre. Exactement, trouver juste la dose qu'il faut pour... On revient encore à l'intention. Est-ce qu'on le fait pour prendre un risque, ou est-ce qu'on le fait... Tu vois, prendre un risque calculé, c'est beau, parce que quoi qu'il se passe, c'est ce qu'on dit en process com, c'est que le stress est inévitable. Il est lié à tout nouvel événement qu'on n'avait pas prévu. Donc le stress est inhérent à la vie. Les gens qui disent « je veux pas de stress ». Ah bon, tu veux mourir ? Oh, arrête, dis pas ça. Ah si, parce que le stress est inhérent à la vie. Alors, il y a une formule magique du stress que je partage souvent dans mes formations, c'est stress égale ressources perçues moins les contraintes perçues. Si les contraintes perçues sont supérieures, on est en distress, on est en stress négatif, et là, système nerveux sympathique et compagnie. Mais on peut aussi être en eustress, c'est le stress positif. Donc le stress positif, c'est ok, je suis bien préparé, je sais, c'est la compète en gros. C'est ok, je suis bien préparé, tac, j'ai bien visualisé, j'ai bien étudié, parfois il y a un adversaire, machin. Donc je suis bien préparé, il y a de l'adrénaline. Je sais pas ce qui va se passer, mais je suis déjà fier, en gros, je suis présent, je suis focus, et vaut mieux être dans cette énergie-là avant une conférence, c'est-à-dire, je veux pas de stress. Non, le trac, le stress, c'est ça, hein. Le trac, c'est un stress intense. Ça. Voilà, on l'accepte, c'est un message, c'est le message que tu as envie de bien faire, déjà, c'est bien. Les gens qui n'ont pas du tout le stress, bon alors aujourd'hui, on fait quoi? Je m'en fous, qu'est-ce que c'est que ça? C'est bien d'être présent. Il y a une certaine, on le sait qu'en préparation mentale, vaut mieux être activé, être dans l'activation, et qu'on est plutôt présent, focus, tac. En termes de fréquence, je sais plus, en termes d'ondes, à combien on est, mais on est là, on est sur le qui-vive, on est présent, on est activé. Et c'est mieux d'être activé d'ailleurs avant une prise de parole que d'être trop zen. On va juste... Alors la respiration, la cohérence cardiaque par exemple, on fait régulièrement, ce genre de choses peuvent aider, mais l'idéal avant une prise de parole étant d'être assez quand même mordant. Bonjour, bienvenue, ça va? Vous allez bien? Vous êtes bien installé?
On peut y aller. Une question peut-être avant de commencer. Ça, c'est mon style à moi. Hein. Tout le monde n'est pas obligé de faire comme ça. Mais en tout cas, je sais qu'en étant plus mordant. Tiens, avec ma fille, j'ai 2 filles de 6 et 9 ans. Ouais. Ma fille de 9 ans, lorsqu'elle lit à voix haute, en articulant bien et en parlant fort, elle fourche 3 fois moins, 4 fois moins. Parce qu'elle est présente. Corporellement, vocalement, elle est là. Et on sait que plus notre voix est forte, essayez d'ailleurs avec vos enfants, si vous écoutez ce podcast, essayez avec vos enfants de leur dire de lire beaucoup plus fort. Vous allez voir, normalement, ils vont être plus présents. Ils vont moins fourcher. On va être moins dans le mental, on va être un peu plus dans le corps. Et voilà, ce sera plus engageant en plus. Donc la voix aussi est VOIE, VOIX, trouver sa voix. Il y a des personnes chez qui je dis là, t'es trop dans le mental. Je l'entends, ta voix elle est un peu trop là. T'as une voix qui est un petit peu trop mixte ici ou un peu trop en voix de tête. Et là, non, reviens ici. Bonjour, ça va ? Alors on peut projeter la voix, et en général c'est plutôt ici. Hein. La voix quand elle est placée, elle est plutôt là que bonjour. C'est pas du tout le même effet. Hein. C'est clair. Ouais. Donc, bref. Bon, en tout cas, tu nous en as donné beaucoup là, sur le process com, sur la prise de parole en public. On a parlé ou effleuré un peu le bonheur tout à l'heure. Ouais. Comment toi, tu t'essayes de garder ce bonheur tu disais que tu étais assez heureux, parce que tu étais en vie, notamment. Et comment tu fais pour garder un certain niveau de bonheur en toi ? Alors déjà, se connaître soi, c'est vrai que lorsqu'on parle de process communication notamment, lorsqu'on connaît sa phase, on sait qu'en nourrissant les besoins psychologiques de notre phase actuelle, on va être en énergie. Si on est en énergie, on peut plus absorber le stress. Donc l'énergie des uns, en tout cas les sources d'énergie des uns, ne seront pas forcément les sources d'énergie des autres. Donc moi, dans mon monde à moi, disons que je sors de 10 ans de phase rebelle, énergiseur, phase dans laquelle le contact ludique est un besoin très fort. Donc c'est vrai que moi, quand j'anime des formations, quand on me dit tu dois être éclaté à la fin de la journée, je fais pas du tout. Au contraire, je suis énergisé. J'ai repris de l'énergie parce que voilà, c'est mon monde, j'adore, je kiffe. En plus, je transmets, je m'amuse et c'est un beau challenge. Donc voilà, tout est lié. Pouf. Donc là, j'arrive ici à tout fusionner. Et puis j'ai aussi 15 ans de phase empathique, donc j'adore prendre soin aussi. J'adore être curieux, tu vois, la curiosité, ça vient de cura, comme curatif, c'est prendre soin. J'avais vu ça l'autre fois et je m'étais là, c'est pas mal ça. Curiosité, c'est prendre soin de soi. Ça fait d'ailleurs partie des éléments, selon moi, dans ce qu'on pourrait appeler le bonheur, entre guillemets, c'est d'être curieux, parce que lorsqu'on est curieux, par essence même, on est curieux d'apprendre. Si on est curieux d'apprendre, on embrasse la vie, on embrasse l'avenir, parce qu'on a encore plein de choses à faire, et à comprendre et à apprendre. Donc l'apprentissage, apprenti, sage, haha. Et donc le bonheur, disons que maintenant que je suis un peu plus responsable, disons, mes sources de bonheur restent quand même ce contact ludique. En ce moment, je vais un peu plus sur une certaine sérénité, considérer le bonheur plus comme de la sérénité et une certaine paix qu'un bonheur, parce que des fois le bonheur, le plaisir, tu vois, d'un point de vue neurochimique, on ne sait pas si c'est sérotonine, si c'est de la dopamine, c'est quoi le bonheur, c'est un peu tout ça en même temps. Endorphine, moi c'est vrai que le rire, j'adore. Je me suis rendu compte en faisant mes valeurs hautes là récemment que c'est vrai que rire et faire rire, je pense que c'est numéro 1. Parce que sans ça, transmettre en étant sérieux, ça marche pas. Il y a toujours cet ingrédient là derrière. Et donc transmettre, rire, apprendre, faire rire, parce que faire rire c'est aussi... Moi, je suis heureux quand je vois les gens rire. Ça veut dire qu'il y a de l'amour aussi. Hein. Ouais. Il y a humour, amour, to love. Tu vois, c'est intimement lié tout ça. Et donc, je dirais humour inconditionnel de soi aussi. Savoir se rigoler de ses imperfections, ça c'est cool. C'est tellement bon ça. L'ego déteste ça. Arrête de te moquer de toi, on est super et c'est grave si on meurt. Non, mais t'inquiète. Je sais que c'est une bonne stratégie de m'amuser de mes imperfections. C'est une forme d'amour inconditionnel de soi. Ouais, c'est ça, c'est d'accepter toutes ces facettes et ces zones un peu plus sombres. Moi, ombre et lumière, je ne sais pas. En tout cas, ça peut être aussi de la lumière poussée à l'extrême qui est aveuglante. Ça peut être ça, l'ombre, si on veut que ce soit que de la lumière. Il y a aussi bien connaître les besoins physiologiques aussi. Hein. Moi, je sais que si je dors bien, je mange bien et que je fais mon sport, j'ai pas du tout la même manière d'aborder la journée.
et le monde. Donc, bon, à nous d'être souple aussi là-dessus. Hein. Mais je sais qu'il y aura un prix à payer fort. Si je fais une soirée super arrosée, les copains, 3h du mat, bon, bah là, maintenant que j'ai 39 ans et demi, ça va peut-être... Donc, je vais prendre 2 jours pour m'en remettre. Ouais. Et donc, parfois, le prix à payer est trop fort. Du coup, je dis, OK, je vais poser l'intention que je vais passer une soirée extraordinaire en buvant 3 verres. Ouais. Et non, c'est possible. C'est une croyance. Hein, de, je peux pas passer une bonne soirée si je me torche pas la truc. Bah non, c'est une croyance. Et ouais. C'est une croyance. Et c'est dommage, on confirme nos croyances. Surtout que on sait que l'alcool, dans l'inconscient, il est associé à la fête. Les anniversaires, rendre voir les copains. Mais parfois, si on se dit, ouais, mais avec un jus d'orange, je peux aussi aimer les gens. Et m'aimer moi. Et je vais peut-être encore plus m'aimer moi parce que je vais prendre soin de mon intérieur. Donc, voilà. Donc, prendre soin de soi, de ses besoins psychologiques, certes, mais aussi physiologiques. Et puis, enfin, travailler sa croyance que quoi qu'il se passe, j'ai de la valeur, l'autre a de la valeur. La capacité de dissocier le comportement de quelqu'un de cette personne. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens, c'est dur, hein. Les personnes toxiques. Alors, je sais pas si ce sont elles qui sont toxiques. En tout cas, si elles ont des comportements toxiques 95% du temps depuis 2 ans, bon, c'est vrai que on va avoir tendance à associer la personne à son comportement. Ah là, ça devient carrément... Et donc, on les accepte, mais on peut aussi dire, tu as de la valeur, mais de loin. Tu as de la valeur, hein. Je te laisse régler tes trucs. Casquette de sauveur aussi, hein, quand on a une énergie empathique très marquée, ce qui est le cas pour moi. Moi, ça fait quelques mois aussi que j'enlève ma casquette de sauveur. Hein. Vouloir absolument aider tout le monde, bah non. Si les gens qui ne sont pas prêts à être aidés maintenant, et malheureusement, ce sera peut-être jamais le cas, c'est aussi accepter ça, lâcher prise sur le fait que y a des gens qui malheureusement préféreront mourir avec leurs croyances limitantes, leurs croyances militantes même, que plutôt... donc ça fait qu'on pose un cadre plus important, même lorsqu'on fait des accompagnements. Voilà, ce programme n'est pas fait pour les personnes qui sont encore sur ce chemin-là. Parfois c'est ça, et des personnes ne sont pas prêtes maintenant, et peut-être que 6 mois plus tard, elles vous appelleront. Voilà, ça c'est un message pour tous celles et ceux qui accompagnent des personnes. Parfois, dites-vous juste, c'est pas le bon moment, et dire, écoute, continue à regarder mes vidéos en ce moment, c'est cool. Si tu y retrouves si un jour tu es prête à aller plus vite, plus loin, je serais ravi de t'accompagner. Mais si c'est pas maintenant, et si c'est jamais, c'est pas grave, c'est ok. C'est l'univers qui en aura décidé ainsi. Et c'est ok. Et c'est ok, ouais, c'est ce fameux... c'est ok, il marche bien parce que c'est ok, hein, t'as le droit. Tu m'aimes pas, c'est ok. Ouais. Tu vas je sais pas, mais bref. Je comprends complètement. Tu parlais de la physiologie aussi. Moi, j'aime beaucoup travailler par le corps. Notamment, on a parlé un petit peu de théorie polyvagale. Donc, du coup, quand on comprend un peu notre biologie, notre fonctionnement, notre système nerveux, en fait, on comprend tout un tas de choses qui sont juste exceptionnelles. Bon, je vais pas rentrer en détail parce qu'on a un expert en la matière qui va être bientôt interviewé sur ce podcast. Mais c'est quoi une journée type de Richard Espinasse? Parce que j'imagine que tu parlais de sport, tu parlais peut-être de la cohérence cardiaque ou de la méditation ou des moments de relaxation en tout cas. C'est quoi une journée type du lever au coucher de Richard Espinasse? Alors il y a beaucoup de journées types. Je vais en choisir une. C'est une quête de liberté très forte. Et puis moi je sais que le sport fait partie intégrante de mon quotidien, ou au moins tous les 2 jours, parce que des fois j'essaie de pas me forcer à en faire trop tous les jours. Je prends soin de moi en faisant moins de sport. Voilà, chacun son truc. Tu fais de la musculation, c'est quoi, c'est de la course? J'aime beaucoup. Alors course à pied, oui. J'ai déjà fait le marathon de Paris en robe Reine des Neiges en 2016. Oui, c'est l'époque où j'avais une robe Reine des Neiges. Voilà, chacun son truc. Parce que c'était ma philosophe préférée de l'époque, Elsa. Quand on prend de la hauteur, tout semble insignifiant. La tristesse, l'angoisse et la peur m'ont quitté depuis longtemps. Elsa Nietzsche. Bref. Donc, j'ai fait un premier marathon. Je vais le faire en octobre. Là. Je vais refaire un deuxième marathon en octobre. J'aurais dû le faire en avril 2020, mais il s'est passé des choses depuis 2020 qui font que certaines choses ont été reportées. Donc, une journée type, il y a du sport. Il y a du sport, c'est clair. C'est plutôt du sport tôt. Comme ça, c'est fait. Tu vois, le truc, ça, c'est fait. Donc, aller du sport à 7h30, 7h30. Yes. Du sport. Donc je sais que quand je rentre du sport, moi mon besoin d'excitation lié à ma base promoteur,
Ça va me faire du bien, les challenges. Le sport est soit de la course à pied, soit de la muscu. Moi, j'aime bien la muscu en plein air. J'ai un parc à côté de chez moi avec une grande station de muscu, là. Des street workouts, des choses comme ça. Yes. Je trouve ça sympa. En plus, il y a des fois des gens avec qui on peut discuter. Donc, c'est vraiment agréable. Il y a la nature, il y a les arbres autour. Donc, assez court la séance. Une petite demi-heure. Moi, j'aime bien quand ça... Voilà, c'est un peu ça plus... envoie. Ça envoie, ouais. J'aime bien quand ça envoie, ça c'est clair. Et c'est pour ça que des fois, j'aime moins faire les sorties course à pied longues. Oh, c'est long. C'est vrai que si tu fais ton marathon, moi aussi j'ai eu l'occasion de faire celui de Millau. En fait, tu avais un 100 km et dans le 100 km, tu avais un marathon. C'était mon premier et c'est vrai que je trouvais ça assez passionnant, le fait de pouvoir courir aussi longtemps. L'entraînement aussi, il faut en vouloir, hein, parce que des fois tu fais des sorties longues. Surtout moi, je suis un peu comme toi, hein, je fais du sport. Généralement, c'est aux alentours de 30 minutes tous les jours, de manière générale, sauf si voilà, il y a un jour où c'est complètement ok de pas en faire. Mais c'est vrai que quand tu dois faire un petit entraînement de 2 heures, par exemple, d'affilée où tu vas courir. Bon, il faut avoir de la bonne musique ou des podcasts et puis après voilà, il y a des phases où t'écoutes rien, t'es là dans tes pensées, tu te laisses errer comme ça. C'est ça, c'est une opportunité pour aussi être dans le calme, parce qu'en général quand on est beaucoup dans l'énergie, c'est bien d'aller chercher le calme. La cohérence cardiaque, j'en fais souvent, pas encore les fameuses 3 fois par jour. 3-6-5 du docteur David O'Hare. Ouais, je sais, mais bon, tous les jours et de plus en plus, j'avance sur mon chemin de l'amour, de la cohérence cardiaque et le fait de se poser. J'aime bien faire des combos, cohérence cardiaque plus EFT. Ok, en même temps. Ouais. Ok, génial. Ouais, parce que ça, je sais pas, en posant une intention, et en étant sans parler à haute voix, mais juste poser une intention, écouter. Moi, je suis plus en audio sur la cohérence cardiaque. Donc après, j'arrive là, j'emmène mes filles à l'école. Après, chose que je fais pas encore bien, c'est bien me poser, faire ma matrice Eisenhower le matin. Qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important. En général, je jette un œil quand même à mon planning du jour, les coachings que je peux avoir. J'anime aussi pas mal en formation, donc des fois c'est pendant 2-3 jours où j'ai pas trop à me prendre la tête sur ce que je vais faire. Ça j'aime bien. Il y a quoi d'autre? J'aime bien chanter, donc ça fait depuis des mois je chante de plus en plus. J'ai envie de faire les auditions de The Voice d'ailleurs. C'est prévu normalement pour l'année prochaine. C'est un beau challenge. Ouais, c'est un beau challenge. Alors, je sais pas si je serai à la télé parce que les auditions de The Voice, il y en a plusieurs. Des fois, on fait non, t'as pas vu, t'as pas fait les auditions. Si, je les ai faites, mais ça, je suis pas allé jusqu'au. Je crois qu'il en faut 3 ou 4 pour être sûr. Mais j'aime bien ce challenge-là. Je sais que dans le chant, maintenant, j'arrive à aller chercher peut-être des émotions que je m'autorise pas peut-être au quotidien. Donc, c'est cool. C'est mon moyen d'expression pour aller chercher certaines émotions. Je sais que, dis-moi comment tu chantes, je te dirai qui tu es. C'est un peu ça. Ou ce que tu as à travailler. Moi, ma force, c'est le soutien. J'adore l'engagement et tout ça. Des fois, il y a de la détente à aller chercher derrière. Et on sait que sinon, il peut y avoir en termes de voix, de larynx, etc., en termes physiologiques. Donc, je travaille sur une méthode qui s'appelle CVT, Complete Vocal Technique. Voilà, c'est un truc qui permet de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc, la respiration. J'aime beaucoup le chant. Vraiment, c'est quelque chose que dans ma prochaine vie là, qui arrive, quand j'aurai déménagé de cet appartement, je crois que j'aurai une maison avec un coin spécifique où il y aura de la musique. Donc la musique, j'adore. J'adore la... Voilà. Donc je m'imagine même un jour composer de la musique. Moi, carrément. Je me donne pas de limite. C'est hyper important. The sky is the limit. Il y a de la musique, il y a des coachings individuels, un petit peu, surtout de la formation. Moi, je sais que en me connaissant, ma zone un peu plus où je me sens vraiment à l'aise, c'est en groupe. Donc l'énergie, le contact, etc. Mais de plus en plus, notamment depuis quelques mois, je vais sur ce côté plus en one-to-one et aller chercher des choses, me taire un peu plus, poser plus de questions, trouver la question qui fera émerger. Voilà. En gros, je vais dans mon monde du challenge et je l'associe à un autre monde qui est un peu plus calme et c'est bien. Je sais que en travaillant cette facette-là chez moi, je vais être tous les jours et de plus en plus complet. Souvent, on a l'impression que tu vois, il y a un principe de cohérence, c'est soit je suis ça, soit je suis ça. Non, t'as le droit. Ah bon, j'ai le droit d'aimer les gens et d'aimer être seul? Ouais. Ah ouais, carrément, ouais. Surtout si t'es de base empathique, phase imagineur, vaut mieux que t'apprennes à aimer les deux. Et surtout que t'apprennes à dire aux gens que tu aimes, je pourrais avoir 3 heures ce matin seul.
je serai encore plus connecté à vous cet après-midi et le reste du week-end. Ah oui? Ah ok. Parce que si on le dit pas, si la personne en face rêveur, imagineur, ne le dit pas à ses proches, elle va s'esseler toute seule, sans le dire. Sauf qu'en faisant ça, ok, elle nourrit son besoin de solitude. Mais en faisant ça, elle le dit pas aux autres. Du coup, si l'autre vont dire, bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Ça va pas? Il nous aime pas? Ou elle nous aime pas? C'est trop bizarre. Donc, apprendre à dire à ses proches qu'on a ce besoin de solitude, c'est courageux. Et comme c'est le driver soit fort, j'ai de la valeur si je suis fort. Mais c'est un peu, je suis fort tortue. Il y a un truc, c'est laissez-moi tranquille. Ouais, c'est un peu le dorsal, je pense, en théorie polyvagale, un peu le freeze, tu vois. Ouais. C'est un peu la personne, elle s'efface, elle est là. Ouh. Et c'est typiquement, il y a le canal directif, c'est vraiment est-ce que tu pourrais me passer la liste des clients? Oui. Bah, passe-moi la liste des clients. Ah bah oui. Tu vois, c'est un monde de l'imagine-action, et c'est pour ça qu'on parle de canal directif et dire à la personne, on lui redonne la direction. Parce qu'elle est parfois un peu dans le monde de l'imaginaire, et elle a besoin de revenir ici et maintenant. Donc en lui disant, passe-moi la liste des clients, s'il te plaît, on aura beaucoup plus de chances d'avoir la liste des clients que si on dit, est-ce que tu aurais la liste des clients? Oui, bien sûr. Tu vois le truc? C'est un mode de... Ça s'appelle faire du processus. On va dans les canaux de communication, dans le canal de communication préféré de la personne, et aussi dans ses perceptions, on appelle. Donc ça s'appelle faire du processus. C'est une espèce de karaté de communication qui est lié à la process-com. Yes. Et je reviens, je me permets de revenir et de recadrer un petit peu là-dessus. Sur ta journée en fait. Ah oui, ma journée type. Donc ta journée type, donc il y a du sport, il y a de la relaxation entre mi-EFT, mi-cohérence cardiaque parfois. Tu emmènes tes filles donc à l'école, tu reviens un peu de matrice session hour, et puis peut-être on va dire peut-être au niveau de ta fin de journée, est-ce que tu as des choses que tu mets en place systématiquement pour toi, pour ton bien-être, ou pas forcément, ou c'est très libre? Je dirais pas encore, c'est très libre, mais j'ai conscience que dans cette liberté, il y a aussi beaucoup de déperdition, de focus, etc. Mais c'est ok aussi, tu vois. Je sais qu'en étant trop focus, je vais perdre certaines choses, donc je vais trouver le juste compromis. Je sais que dans ma nouvelle version de moi, je vais être beaucoup plus organisé. Sans perdre ce degré de liberté, donc ce sera à moi de juger, de jauger, on va dire, et prendre soin. Finalement, prendre soin de soi, mais aussi des autres, et l'éducation par l'exemple aussi. Donc, lâcher un peu le téléphone, et la réaction, perception du monde, réaction. Quand tu sors de 10 ans de phase rebelle ou énergiseur, quand t'as un WhatsApp, c'est... Donc là... Donc, je dirais, reprendre un peu de temps à cuisiner. Moi, j'aime beaucoup cuisiner, mais moins depuis quelques temps. Donc, tu vois, il y a toute une symbolique derrière comment on se nourrit, avec quelle pensée, mais aussi avec prendre le temps de mâcher. Toute une symbolique derrière tout ça. Mais un peu plus de temps pour mes proches aussi. Bref. Donc, disons qu'en ce moment, il y a de l'organisation, mais il y a encore un bel axe de progression. Yes, mais on est tous dans un processus d'amélioration continue, donc c'est tout à fait. J'assume totalement. As-tu un gris-gris, une croyance que tu n'oses pas forcément le crier sur tous les toits, qui est vraiment propre à toi-même? Tu vois, j'en ai beaucoup eu sur ce podcast. Eux, ils ont une relation particulière, soit avec l'univers, avec Dieu, ou pas forcément, tu vois, où ils ont un gris-gris. Si toi, est-ce que tu as un truc qui, toi, te permet d'être bien, qui te permet d'avancer, ou pas? C'est complètement OK aussi. Je dirais que ça revient à ma croyance un peu sur la gratitude dont je parlais tout à l'heure. C'est que comme j'ai cet étage persévérant qui est bien allumé, j'ai beaucoup le côté mission qui arrive et l'honneur. Donc moi, j'aime bien faire honneur à la vie et à mes proches qui sont plus en vie. J'ai ce truc-là qui tourne, faire honneur. Et par rapport à ça, donc j'ai un gris-gris matériel, peut-être pas. Mais en tout cas, j'ai un rapport à ça. J'ai envie de monter aussi un concept philosophique par rapport à la gratitude. Et qui serait plus sur le fait d'avoir tous les jours un anniversaire. Ce serait le dailyversaire. Et ouais, tous les jours, on fête la vie.
Et je trouve ça bien de se dire on a une nouvelle version tous les jours, comme ça on se détend. C'était nul ce que t'as fait hier. Ah bah oui, mais c'était mon ancien moi, ça, t'inquiète. Entre-temps, j'ai réactualisé les 2-3 bugs et je te remercie. Merci beaucoup pour ton feedback. Comme ça permet de se détacher du jugement. Genre, c'était nul ce que t'as fait il y a 5 minutes. Ah mais oui, mais 5 minutes, c'était pas moi. Oui. C'était mon moi d'il y a 5 minutes. Donc t'es pas en train de me critiquer moi, tu me critiques moi il y a 5 minutes. Donc c'est cool. Tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Merci pour ce feedback. Est-ce que tu aurais d'autres choses plus positives et constructives pour moi, pour ma nouvelle version par rapport à ce que je viens de faire? Ouais, de moi-même qui évolue. Et tu vois, j'aime bien ce côté temporel, spatio-temporel même. Ouais. La faille spatio-temporelle, Marty. Yes. Et se dire que, voilà, pour la peur du jugement, ça peut être un bon tips aussi. Se dire que, on te critique pas toi, parce que toi, on te critique peut-être ce que tu as fait il y a 5 minutes. Et déjà, c'était pas toi, c'était ce que tu as fait ou ton comportement. Ouais. Tu vaux bien mieux que ça. Tu as de la valeur, tu sais quoi qui se passe. Donc, je n'ai pas de gris-gris officiellement. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme gris-gris? Non, j'ai pas de du coup, une croyance sur la gratitude. Ouais, alors la gratitude, pendant je sais quoi, c'est la gratitude. Tu vois, il y a des fois, il y a un peu, oui, gratitude, ouais. Ouais, mais un truc, moi j'aime bien j'adore le concret. Tu vois, le développement personnel, des fois, j'aime pas cette expression parce que ça fait un peu, ça se développe, mais quoi? À partir de quoi? D'où? J'aime bien la construction personnelle. La construction, c'est solide, quoi. Il y a des fondations. Et voilà. Et j'aime bien la construction personnelle. J'avais fait une chaîne YouTube à l'époque que je n'ai pas continué parce que ça me demandait trop de temps, bref. Qui d'ailleurs était génial. Moi, j'ai vu toutes tes vidéos. Tu as dû en faire 4, je crois. Ouais, 4-5, c'est bien. Franchement, par rapport aux vidéos que je fais, moi, c'est relativement simple, fond blanc. Ouais. Et puis après, voilà, j'ai un monteur qui va mettre des petites choses dedans. Toi, c'était super structuré. Ça devait prendre, je ne sais pas, peut-être une journée entre les textes, bien plus. Ça prenait vraiment beaucoup de temps, mais c'était cool. En tout cas, c'était du bonheur building. Donc, il y avait du building, il y avait de la construction. Exactement. Et j'aime bien aussi la métaphore du sport, dans le sens où dans le sport, on sait que le muscle il a besoin aussi de se reposer pour refabriquer. Dans l'apprentissage aussi, on dit qu'on a besoin de ne rien faire pour assimiler. Et ça, je dis ça à toutes celles et ceux qui cohabitent avec le driver, soit parfait. Et qui auraient la croyance qu'il y a quand même 10 minutes, c'est 10 minutes à optimiser, à faire quelque chose parce qu'il faut, je dois, et qu'il y a quand même du temps et j'ai pas le temps. Je prends pas le temps de ne rien faire. Donc si vous prenez le temps de ne rien faire de 18h à 19h et faites-le à fond. Faites-le parfaitement. En fait, ne faites rien, mais parfaitement. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais faire la promotion là, sachant que le podcast va être diffusé en septembre 2021. T'aimerais quoi? T'as plusieurs choses. T'as une conférence t'as des conférences que tu vas animer. Tu as des formations. Qu'est-ce que tu aimerais mettre en valeur et qui pourrait justement accompagner et aider nos auditeurs avec tes skills? Eh bien, à la rentrée, donc je vais travailler sur la conférence de ma vie finalement, ce qui va être ce fameux all-in qui va représenter beaucoup de choses dans plein de dimensions. Donc il y aura plein d'humour. Je pense que ça va être un stand-up de dev perso. Je le vois comme ça, dans l'expression. Tu vois, c'est du dev perso, c'est pas du développement personnel, c'est du dev perso quoi. C'est cool, c'est léger, on connaît tous les jours. Donc il y aura des interactions, de l'humour et puis j'espère du contenu puissant aussi. J'aimerais qu'on dise ce gars-là il est aussi puissant qu'il est drôle, et j'aime bien parce que c'est pas juste c'est drôle, non, c'est waouh. En plus on a pris une petite baffe là, c'était cool. Et ensuite il y aura une version pour les personnes que je vais accompagner qui va s'appeler la conf de ta vie et qui va être le 12 décembre, le 12-12 2021 sur scène, et le programme va commencer début novembre. J'avais créé une autre version qui allait commencer plus tôt, mais avec l'été et tout, je me suis dit que j'allais repousser ceci. Il y a pas mal de clients en plus qui voulaient que ce soit plus tard. Donc, je vais me préserver moi, ma famille, et puis je vais passer un été où mon cerveau sera aussi en vacances. Et donc là, j'ai passé un été où mon cerveau est en vacances puisque ça va être diffusé en septembre. Et donc, la conf de ta vie, le principe, 6 semaines pour construire ta conférence type TED. 15 minutes, 8 personnes max. Pro, inspirante, audacieuse, légère et profonde à la fois. Donc ça s'adresse à des coachs, entrepreneurs, des entrepreneurs seuls ou des coachs. C'est vrai que dans mon réseau, j'ai aussi beaucoup de coachs qui ont besoin de se trouver et puis d'affirmer leur alignement, leur congruence par rapport à tous les outils qu'ils ont. Et c'est vrai que sur la scène, c'est un bon moyen de
de montrer le chemin qu'on a parcouru, d'accepter sa vulnérabilité, etc. Donc, il y a une partie aussi qui sera un business coaching. J'adore le business coaching, en fait. Savoir quels sont tes talents, quelle est ta mission, le pourquoi tu fais ça, être aligné. Donc, ce sera une conséquence, finalement, un peu la cerise sur le gâteau, cette conférence. Et il y aura de la process communication incluse aussi dans ce programme. Ah ouais, maintenant, je ne peux plus ne pas en parler puisque... Là, on vient de passer presque 2 heures, en effet, à en parler. On a parlé, tu vois, j'en parle, je vais à la boulangerie, je vais parler de process com. Ouais. Mes amis me détestent, par exemple. Oh, tu vas encore nous parler de ça. Oui, mais j'y peux rien, regarde. Tu m'as fait un driver fait plaisir. C'est pas de ma faute. Je ne prends pas ma responsabilité là. Non, c'est pas de ma faute, c'est toi, c'est de ta faute. Ouais. Quelle grille de lecture. Puis je fais des formations aussi plus classiques, on va dire, en prise de parole en public, des accompagnements individuels aussi, sur les prises de parole, les conférences, aller peaufiner son interprétation, se reséduire dans des conférences que des personnes des fois qui viennent me voir. J'ai même des comédiens qui me disent tu peux m'aider pour faire une conférence. Ah bon, toi Ah bah ouais, c'est vrai que c'est pas pareil. Parce que on est un peu plus soi et il y a un peu plus de vulnérabilité. Parfois, en tant que comédien, on se cache bien derrière les personnages. Et donc voilà, en tout cas, autour de la prise de parole en 3 dimensions, en public, en privé, à soi-même. Et je rajouterais même prise de parole à la vie. Ah ouais, que c'est beau. Ah, que c'est beau, hein, t'as vu. Comment te joindre? T'es pas mal sur LinkedIn, je crois. Ouais, c'est ça, LinkedIn, Facebook. J'ai mon site internet richardespinas.fr. Où on pourra retrouver les liens pour oui, sur le site internet. Ouais, exactement. Sur le site internet, là, je suis. Okay. Ouais. Je mettrai les liens dans les notes du podcast. Top, je te remercie. Donc, LinkedIn également. Facebook, j'ai un groupe qui s'appelle Enthusiasmic. On s'écrit en anglais ENTHU-SIASMIC. Donc, mic comme micro. Enthousiasmique, on me dit souvent que je suis enthousiaste. On parle souvent de mon enthousiasme débordant. Du coup, je suis allé voir l'étymologie, puis enthousiasmos, c'est parole divine. Je fais, waouh, ça claque, ça. Ok, je garde ça c'est bien. Et puis, j'aime bien les néologismes, donc faire des fusions de mots. Donc, enthousiasmique, il y a le côté mic, micro. Et puis, à côté, c'est une fusion d'enthousiasme, d'authentique et d'orgasmique. Ah ouais, allez, on s'autorise à le dire. Bien sûr, c'est ça la vie. Ah ouais, la vie est orgasmique. On va arriver sur la fin là, du coup. Il y a encore 1 milliard de sujets qu'on aurait pu évoquer, notamment la haute potentialité, un sujet que tu as découvert récemment, mais qui est assez exceptionnel quand on apprend son nouveau soi, ou on comprend son nouveau soi, ou en tout cas son soi qu'on a depuis toujours, mais avec une nouvelle grille de lecture. Bref, ça sera pour un autre épisode. Je suis pas encore. En tout cas, j'apprends de plus en plus, voir comment on peut fusionner ça. Moi, je suis convaincu qu'on a tous un haut potentiel. Bon, manifestement, il semblerait qu'il y en a qu'il y a des câblages qui sont un peu différents. Mais je crois beaucoup. Moi, j'adore l'effet Pygmalion, le fait de croire en l'autre et que ça va le faire progresser. Ça, c'est un truc que j'y crois, quoi. Et ça, même si parfois il nous manque des compétences, ça, c'est si on l'a pas quand on accompagne quelqu'un, mais tout ce qu'on sait ne sert à rien presque. Si l'autre ne sent pas en termes vibratoires d'énergie qu'on croit en lui, et bref. Donc je voulais revenir là-dessus sur ce côté potentialité. Qu'est-ce que c'est qu'avoir du potentiel? Tu te souviens, on avait la Team Galway, performance égale potentiel moins interférence. C'est ça, c'est que parfois il y en a qui ont un haut potentiel, mais ils ont aussi des hautes interférences. Donc, ils font de la performance de merde. Donc, tu vois, c'est... Bref. Donc, Est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs? Voilà, la note de fin pour un nouveau départ. Je dirais, autorisez-vous à sourire de vos imperfections et même en rire. Et de votre vulnérabilité. Parce qu'on revient toujours à ça, c'est j'ai de la valeur. Même si je suis imparfait et vulnérable, j'ai de la valeur. Même si je suis imparfait et vulnérable et que je fais pas plaisir à tout le monde, plus on engramme tout ça en nous, plus on sera tolérant avec les autres. Donc le problème, du coup, c'est pas les autres. On aimerait, on le dit tout, mais si les autres changeaient, ce serait mieux. Ouais. Donc on commence par soi. Et cette tolérance, c'est avec une espèce d'humour inconditionnel, je dirais. Ok.
Très beau mot de la fin. Merci à toi, Richard. Avec plaisir. Merci Quentin. À très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Génération Canopée jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins 3 personnes autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Au-delà d'en avoir besoin pour être dans le top des classements, c'est hyper important pour nous. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes qui méritent d'être plus heureuses, en meilleure santé et plus performantes. D'autant plus que, plus nous aurons d'abonnés, plus nous pourrons attirer des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Et si vous souhaitez passer un cap dans votre vie, pour être plus heureux, améliorer significativement votre niveau de santé et ou devenir plus performant, toute l'équipe de Canopy est prête à vous bichonner comme il se doit. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. Créez votre profil sur canopee.com, Qanopee.com, si ce n'est pas déjà fait, et faire votre check-up bien-être. Du contenu gratuit et des praticiens vous y attendent. C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao ciao.